du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 40e épisode de la saison 7 de Vue du banc. En cette soirée, en cette journée, nous allons revenir sur la qualification de Chelsea contre le Real Madrid, qualification triomphale puisque victoire 2-0 des Blues au retour à domicile. Et on va en parler avec les deux tauliers habituels. D'abord Christophe Cuchy, salut Christophe. Salut Raphaël. Qui est d'une humeur resplendissante, Christophe, on peut le dire. Ouais, j'ai bien aimé ce qu'a fait Chelsea, j'ai passé une belle soirée, je suis content. Et Florent, de l'autre côté, la stabilité émotionnelle incarnée, salut Flo. Salut Raphaël. Puisque de toute façon la Ligue des Champions ne concerne plus son club depuis une bonne dizaine d'années, donc en général c'est assez tranquille que tu vis cette compétition, avec des tendresses, avec des préférences, mais sans jamais trop être perturbé par ce qui se passe. Messieurs, match de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid, demi-finale en retour. On avait vécu un 2-0 pour City contre le PSG la veille. On vit à nouveau un 2-0 pour le club anglais, but de Timo Werner à la 28e minute, but de Mason Mount à la 85e sur une passe de Christian Pulisic. Donc les trois titulaires de l'aller étaient impliqués sur les buts du retour, mais les compositions avaient un peu changé, Flo. On va commencer par Chelsea, je vais la donner et puis ensuite tu me diras en quoi ça a vraiment changé. Edouard Mendy dans les buts, Rudiger, Silva, Christensen derrière, Jorginho au milieu avec Mount et Kanté, côté gauche Chilwell, côté droit Azpilicueta, devant Werner et Havertz. Et la grosse différence, Flo, et on avait évoqué les possibilités à la fin du match aller, c'est l'entrée de Havertz parmi les titulaires. Quelle était l'idée de départ selon toi quand Tuchel finalement enlève Pulisic pour mettre Havertz à la place avant qu'on se plonge dans le match? Bah je sais pas vraiment, même si Havertz a montré en deuxième mi-temps notamment une certaine supériorité sur le plan physique que Pulisic n'a peut-être pas, mais en fait ce qui est surtout marquant, c'est que ce soit Havertz ou Pulisic, Chelsea a développé le même jeu et n'a pas changé sa manière de faire. Alors les deux, en effet, dans des petits espaces, ont des qualités un peu différentes. Pulisic est plus dans les petits dribbles, etc. Havertz c'est plus une conduite de balle très fluide, très élégante, qui va lui permettre de faire des différences. Mais concrètement, collectivement, on a vu une équipe de Chelsea qui était dans la droite lignée de ce qu'elle avait fait au match aller et qui a déroulé, j'ai l'impression, le même fil et qui du coup est resté vraiment un cran au-dessus de son adversaire. Du côté du Real Madrid, Christophe, gros bouleversement, puisque Courtois est dans les buts. Défense à 3, Nacho, Ramos, Militao, on parlera de son animation après. Une ligne de 5 ensuite avec Mendy côté gauche, Vinicius côté droit, c'était une autre des nouveautés. Le milieu à 3, Casemiro, Kroos, Modric classique. Et un duo parfois difficile à définir, à décrire, Benzema, Hazard. Pas mal de modifications, Christophe, laquelle tu retiens au moment du coup d'envoi, ou d'ailleurs avant, quand tu lis les 2-11 et que ça commence à se préciser ces compositions sur les premières minutes. Qu'est-ce qui garde ton attention vraiment sur ce début de match et sur toutes ces modifications? Alors il y a 3 points, mais si tu me demandes d'en garder qu'un seul, c'est vraiment cette défense à 3 et l'écart entre les centraux qui est tellement grand qu'en fait tu te demandes si c'est vraiment totalement une défense à 3. Enfin voilà, vu que Militao à droite et Nacho à gauche sont limite collés à la ligne de touche, parfois tu te dis mais est-ce que... Enfin en fait il suffit que Kroos redescende et t'as une espèce de défense à 4 à plat quoi. Donc c'est vraiment ce côté-là parce que non seulement c'est rare, tu peux avoir des défenses à 2 avec 2 mecs très écartés, voilà, façon la Volpe, mais à 3 c'est plus rare et en plus t'as non seulement on n'a pas l'habitude de voir ça de la part du Real, mais t'as aussi une défense à 3 de l'autre côté et l'animation n'est pas du tout la même, l'occupation des zones n'est pas du tout la même. Donc là-dessus en fait c'est tellement étonnant, tellement radical que du coup forcément c'est un plan préparé en amont. Donc directement je me dis curiosité, pourquoi il y a ça? Donc c'est vraiment ça qui au début me frappe l'œil. On va aller vers Florent pour se demander pourquoi il y a ça, puisque déjà ce qu'il faut dire c'est que le Real n'a pas son deuxième central titulaire qui est Raphaël Varane, que Ramos revient de blessure, et en général quand t'as pas forcément beaucoup de joueurs de qualité dans un secteur, tu vas peut-être pas miser sur ce secteur-là. En l'occurrence Zidane l'a fait, en titularisant Nacho et Militao, Nacho axe gauche, Militao axe droit, mais c'était quasiment, comme le dit Christophe, couloir droit et couloir gauche en ce début de match, plutôt que se dire c'est complètement con pourquoi il a fait ça. Selon toi, qu'est-ce que ça aurait pu ou qu'est-ce que ça a apporté sur ce début de match? Est-ce que l'idée c'était d'étirer Werner et Havertz, voire Mount qui les rejoignait parfois,
par rapport à l'aller, qu'est-ce que ça peut apporter finalement une défense comme ça où tes deux centraux excentrés, pour le coup, sont vraiment excentrés, où le mot est bien choisi? Je pense en effet que, en plus, je sais même pas si on peut parler il y avait en plus une asymétrie en fait, parce que Militao était en effet collé quasiment à la ligne de touche à droite, ou demi-espace droit quoi, si on veut utiliser les 5 zones, et Nacho était vraiment couloir gauche, mais dans une position de latéral gauche. Ce qui fait que Ramos n'était même pas axe gauche, il était vraiment dans l'axe, ce qui fait que t'avais Militao, Ramos assez proches l'un de l'autre, et Nacho qui était très loin. Alors j'imagine, s'il faut imaginer quelque chose, même si c'est difficile de se mettre dans la tête de Zidane, de n'importe quel coach, c'est pas facile. Approche, ouais. Mais à l'aller, il y avait eu un vrai souci pour le Real, c'était de donner de l'espace à Kroos dans la zone où il aime bien reculer, et parce qu'il se retrouvait coincé entre deux joueurs, c'est-à-dire entre à l'aller du coup c'était soit Werner, soit Pulisic, je sais plus qui était premier rideau côté droit. T'avais aussi Kanté qui venait l'embêter. Et t'avais Kanté qui venait l'embêter, donc du coup il était coincé entre ces deux-là. Peut-être que, c'est une supposition, si Zidane demande au Real, enfin à Militao d'occuper cette zone côté droit, c'est pour attirer un premier attaquant. Ensuite, donc c'est Mount qui allait dessus. Ensuite t'avais Ramos qui allait sur, pas Ramos mais Werner qui allait sur Ramos. Et du coup il restait quand même une grande zone à couvrir pour le seul Havertz. Et dans cette zone-là, soit Ramos pouvait allonger sur Nacho très haut, soit il pouvait trouver sans doute un Kroos qui décroche ou un Casemiro qui décroche et se rend disponible. Et dans ce cas-là, voilà, Havertz se retrouvait avec une grande zone à couvrir et 3 joueurs à gérer. Je vois que ça comme chose pour essayer d'expliquer cette animation en effet très très bizarre. Et l'idée c'était une fois que le Real avait attiré, je pense, des membres de la première ligne de Chelsea d'un côté droit, enfin sur son côté droit, l'idée c'était d'aller à gauche et d'essayer de trouver l'homme libre qui allait ensuite pouvoir avancer et avoir un peu de champ pour trouver des solutions dans le camp adverse. Mais je vois que ça, et le truc c'est qu'au bout d'un moment et assez vite, c'est-à-dire que dans les premières minutes tu sens que Chelsea tâtonne un petit peu, ils sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire ils se disent oula, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça, Nacho qui joue faux pied collé à la ligne de touche, quelle est l'idée? Non, en plus ça se sentait dans le positionnement de Chelsea, ils savaient pas exactement comment se mettre, il y avait beaucoup de décrochages côté Real, donc on savait pas qui devait sortir, etc. Même si ça les a pas non plus totalement dééquilibrés, quand ils étaient un petit peu dans l'attente. Et puis finalement, j'ai l'impression qu'au bout de quelques minutes, Havertz s'est dit je vais pas me faire attirer par des joueurs, je vais me caler dans cette zone-là. Et puis je vais plus en bouger, puis s'il trouve Nacho excentré, il trouve Nacho excentré, ensuite on fermera quoi. On fermera côté en mettant du nombre et puis basta. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé et que du coup d'ailleurs en deuxième mi-temps, cette asymétrie, enfin cette relance particulière, c'était fini parce qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment Ramos axe gauche, Militao axe droit, Nacho latéral et puis j'en ai perdu un en route, je ne sais plus lequel. Non, c'était Militao, qui jouait latéral droit. Non, c'était vraiment la défense à 3. Je m'y pomme aussi, c'est terrible. À un moment, t'as Valverde qui entre et qui joue quasi latéral droit, en percutant sur pas mal de distance. T'as un Asensio qui entre, qui démarre côté droit, puis qui passe à gauche. Puis aussi sur la phase défensive, ça revenait une défense à 4 quasiment. Même si, c'est vrai aussi, il faut dire que Chelsea n'a pas non plus de longues séquences de possession, parce qu'ils n'ont pas forcément eu besoin d'en avoir. Ils finissent à 35% de possession. Mais il n'y a pas eu de longues séquences de possession. Mais quand le Real défendait bas dans son camp, t'avais Militao latéral droit, et Mendy qui revenait latéral gauche, et Ramos Nacho dans l'axe. Très souvent. Sur la phase def. Christophe, entre la théorie qu'a proposé Flo et la pratique, la réalité, où on a vu que Nacho et Militao étaient quand même assez vite en difficulté, notamment gênés par la ligne de touche, qui était quasiment un joueur en plus au pressing finalement. Est-ce que Zidane s'est pas rendu compte au cours du match, comme le disait Flo, ou peut-être trop tard, que cette théorie pourquoi pas, mais que t'avais pas forcément les deux hommes à même de l'exécuter, parce qu'il y a eu beaucoup alors pas forcément de perte de balle directement de ces hommes-là, mais de séquences où le pressing de Chelsea était facilité, parce que aller sortir au pressing sur Militao et Nacho, enfermés sur un côté, c'est beaucoup plus facile peut-être que sortir sur Mendy dans la même zone. Ouais, en fait, je suis interloqué en fait par c'est l'impression que j'ai, peut-être qu'elle est pas bonne, parce que sur la suite, tu vois, typiquement les entrées de Valverde, etc., il y a quand même une volonté, Asensio aussi,
qui est le passage, voilà, couloir gauche, où t'as quand même une volonté de changer un peu les choses tactiquement, mais j'ai l'impression que la plupart des ajustements de Zidane se font sur cette partie basse du terrain, alors que pour moi, alors c'est un vrai sujet, hein, et c'est là, par là qu'on commence, mais pour moi, le vrai problème du Real, à partir du moment où Chelsea te presse et voilà va récupérer des ballons dangereux dans l'entrejeu et peut lancer des transitions, mais que Chelsea n'est pas dans une idée radicale de pressing et peut construire des offensives autrement, hein, c'est-à-dire il y a des combinaisons, etc. Même s'il y a eu moins de relances sous pression que sur le premier match, il y a quand même eu la faculté à créer des déséquilibres en construisant d'assez bas, donc voilà, il n'y avait pas la dépendance au pressing, donc Chelsea pouvait reculer. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il puisse y avoir des ajustements, des corrections sur cette partie-là. J'ai l'impression, plus que des corrections sur la façon dont tu utilisais Vinicius et Hazard, par exemple. C'est-à-dire que concrètement, je me disais, bon, à la limite 2-3, enfin, c'est vrai qu'il y a eu des choses assez, peut-être pas délirantes, hein, mais des passes de Militao à moitié en touche, Nacho qui avait un peu de mal à se situer. Même si bon, Nacho à qui on demande de percuter, à la limite, enfin ça rentre dans ses qualités, mais finalement on l'a plus vu de la part de Rudiger que de la part de Nacho. Mais j'ai l'impression qu'en fait ça concentrait pas mal l'attention, et c'est vrai que perdre des ballons dans cette zone-là c'était dangereux, mais que finalement vu l'approche de Chelsea qui avait décidé de laisser un petit peu la balle, t'aurais pu chercher à, on va dire, à un peu moins vouloir casser le pressing, en tout cas à moins installer cette zone-là, moins libérer Kroos, et finalement, alors je sais pas, il y a plein d'approches différentes, mais genre coller Hazard à la ligne de touche côté gauche et essayer de le faire percuter, ou alors essayer de recentrer Vinicius pour vraiment lui faire prendre la profondeur depuis l'axe plutôt qu'avec des renversements côté gauche pour le côté droit à l'opposé qui serait éventuellement libéré, parce qu'il n'a pas été libéré en tout cas. C'est le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire que je me suis dit bon, il y a la volonté d'un peu savoir comment est-ce qu'on fait pour régler ce truc de défense à 3, sauf que le vrai souci du match finalement, c'est que tu n'as pas été dangereux, surtout en seconde période, et là-dessus, ça dépendait pour moi plus de hasard que en gros de la façon dont tu construisais cette phase préparatoire dans ton tiers de terrain à toi. Florent, dans les émissions précédentes concernant ces deux équipes, on avait évoqué la difficulté d'associer finalement Mendy, Hazard, Benzema, Vinicius, qui ont tendance à évoluer un peu dans les mêmes zones, dans ce couloir gauche, demi-espace gauche. Là se pose la question de pourquoi Vinicius joue ce rôle de piston droit, et finalement en voyant le 11, je me dis que c'est surtout pour faire de la place à d'autres, notamment Hazard, si tu veux le faire entrer dans l'équipe. Et si tu veux faire jouer Mendy, Hazard, Benzema, Vinicius, tu peux pas mettre les 4 dans la même moitié gauche du terrain. Donc t'as quand même envie d'utiliser Vinicius, d'utiliser sa vitesse, mais tu le mets piston droit parce que c'est peut-être le seul endroit où là il pourrait l'utiliser. Je sais pas, j'ai l'impression que finalement Zidane a essayé de trouver un compromis et qui a pas vraiment fonctionné d'ailleurs, parce que comme le disait Christophe, je sais pas souvenir d'une seule fois où Vinicius peut prendre de la vitesse. Non, je vois pas non plus. Et puis les rares fois où il a essayé de provoquer, il a souvent été pris par Chilwell qui a assez largement dominé son duel quand même. Ouais, et puis le triangle Militao, Modric, Vinicius a pas existé du tout finalement. Donc ça penchait vraiment à gauche. Est-ce qu'on peut voir une autre raison à ce placement de Vinicius que juste faire jouer Hazard là où il est le meilleur? Non, j'en vois pas. Et en plus, Hazard a joué presque plus axial que d'habitude. Enfin, j'ai trouvé. Il était plus souvent à l'intérieur. On l'a même parfois vu dézonner pour aller toucher des ballons côté droit parfois, même ça a été assez rare. Enfin, c'était pas le Hazard, c'est collé à la ligne qui va faire ses dribbles et repiquer. Il a touché des ballons un petit peu partout. Il a plus le même coup droit non plus, sur les premiers mètres. Aussi. En tout cas, à ce moment-là de la saison et de sa carrière, il l'a pas. Mais c'est vrai qu'il était zone Jorginho, en fait, assez souvent. Alors, plutôt à la droite de Jorginho, donc plutôt axe gauche, mais c'est vrai qu'il était pas à revenir vers Azpilicueta dans la zone de Christensen. Après, ce qui est pas illogique non plus, vu que dans la zone d'Aspi, il y avait déjà Mendy qui jouait plus haut, puisque Nacho était déjà couloir. Donc ça le poussait un peu plus haut. Mais oui, après, je pense que il y a aussi un truc, c'est que Zidane s'est dit qu'il fallait tenter quelque chose quoi qu'il arrive, pour essayer de renverser, parce que quand on a débriefé l'aller, on se disait, si les deux équipes reviennent en proposant exactement la même chose, il y aura pas de match, quoi. Donc je pense qu'il y a eu aussi cette envie d'essayer quelque chose, de tenter un truc, et que ça n'a tout simplement pas fonctionné, parce qu'en une semaine, et parce que avec l'état des troupes côté madrilène depuis plusieurs semaines maintenant, il avait pas forcément le matos pour faire autre chose. La seule petite question qu'on peut se poser maintenant, c'est un petit peu comme Keane, comme Keane quand on parlait du PSG hier, et quand on parle du PSG LG d'ailleurs sur les dernières semaines,
C'est quand tu vois son entrée en jeu, peut-être que Valverde piston aurait été plus pertinent s'il avait vraiment 90 minutes dans les jambes, parce que sur ses entrées en jeu où il se pose pas de questions et où il a fait 2-3 remontées de balles qui étaient quand même assez, tu sentais que le gars est avec des jambes quand même pour quelqu'un qui revient du Covid. Tu te disais, alors je dis pas qu'il aurait changé le match, hein, mais un Valverde piston aurait sans doute été plus pertinent et efficace que ce qu'a fait Vinicius, où tu sentais aussi quand même qu'il avait pas du tout de notion pour tenir ce poste, même si, comme vous le disiez, il était pas non plus forcément très aidé par les joueurs qui l'entouraient. Question, et c'est pour vous deux, est-ce que le Real vous a semblé plus fort ou avoir plus de chances de marquer au retour qu'à l'aller? Moi, j'ai pas compris comment il pouvait marquer au match retour. Bah, sur des frappes de 20 mètres, également. Sinon, non. Enfin, sincèrement, alors il y a le centre, la tête, là, qui est claquée par Mendy, même si la balle me semble faire barre sortante. Mais bon, après, tu peux marquer de frappes d'une vingtaine de mètres, hein, c'est pas interdit. Hein. L'Atalanta marque des wagons de buts comme ça chaque saison, et c'est un vrai plan de jeu de libérer les mecs qui arrivent à l'entrée de la surface. Le centre, qui me semble, est un super ballon pied gauche de Modric dans une position compliquée. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ce qui est en plus pas un truc ultra reproductible, quoi. C'est pas, enfin, ça peut après, arriver. Modric, voilà, Modric peut reproduire un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une séquence qui... C'est pas ton plan de jeu, quoi. C'est ça. Ton plan de jeu, c'est pas Modric qui te sauve comme ça de nulle part. De toute façon, au match aller, le Real tire 9 fois au but. Sur les 9 tirs, il y en a 6 de l'extérieur de la surface, et les 3 dans la surface sont sur coup de pied arrêté. Ouais. Donc, je pense que ça résume bien la chose, sachant que ce soir, pour compléter, il y a donc 7 tirs du Real Madrid. Il y a la tête de Benzema dans la surface, dans le jeu. Il y a le tir angle fermé d'Hazard en deuxième mi-temps dans la surface, dans le jeu, mais bon, c'est vraiment angle très très fermé. Et il y a 5 frappes de loin. Voilà, pour vraiment compléter. Donc, au final, sur les 180 minutes, il y a 2 tirs dans le jeu, dans la surface de réparation du Real Madrid. Et de toute façon, je crois que ça rejoint leur incapacité aussi à rentrer dans la surface de Chelsea. Absolument. Parce que Christophe, je crois qu'il y a une passe ou 2 réussies. En fait, il y a 5 ballons touchés dans la surface, ce qu'ils appellent solo run, voilà, un mec qui est rentré avec le ballon et 4 joueurs touchés sur des passes. Donc voilà, 5 ballons sur la surface adverse, voilà, c'est ridicule. Alors Chelsea n'affole pas les compteurs, mais fait quand même 13 passes pour un mec dans la surface et 9 entrées avec le ballon. Donc le rapport de force 22-5, il est quand même énorme. Quand ils entraient dans la surface, ils entraient généralement avec un décalage déjà créé. Oui, c'est ça, ils entraient pas genre tiens, on se balade, on va essayer de chercher un penalty, à part faire un peu vers Pulisic sur la fin, alors pas forcément chercher un penalty, hein, mais je veux dire le décalage pas forcément créé parfois, mais sinon effectivement, c'était des situations de transition. Non, juste pour dire comment est-ce qu'ils pouvaient espérer marquer. Je t'avoue que la seule fois où je me suis dit mince, il y a vraiment un décalage qui est créé. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais ça m'a pas forcément fait percuter. Alors il y a eu une ou deux combinaisons peut-être en première période, mais sinon c'est sur une percée de Valverde côté droit peu après son entrée, où je crois que c'est Chilwell qui met un peu dans le vent, mais en tout cas là il crée de l'espace juste sur une prise de balle sur les premiers mètres, etc. Je me dis là du coup pour une fois t'as pas le truc. En gros, t'as un mec de Chelsea qui va faire du recul frein et puis t'as les soutiens qui vont vite arriver. Là, il y a un peu une situation d'urgence à gérer. Et puis au final, il y a rien qui est exploité. Mais c'est pas... Encore une fois, c'est comme sur ton centre de Modric qu'on évoquait juste avant. C'est-à-dire que ton plan de jeu, c'est pas Valverde qui va fumer le mec en 1 contre 1. Donc oui, t'aurais pu marquer... pas sur un malentendu, mais sur un coup de pied arrêté, sur des choses comme ça. Mais tu as même pas le truc. Notre plan de jeu, c'est de bombarder de centres, on va décaler les mecs, et puis on va mettre tout le monde dans la surface, et puis on va faire 40 centres en espérant marquer. C'est vrai que c'est difficile de le lire finalement, à part, encore une fois, ce côté, on a 3 centraux, on essaie de créer l'espace bas sur le terrain, mais Chelsea, ok, c'est pas grave, on va vous attendre un petit peu plus bas, y a pas de souci, nous on n'a pas envie de se faire casser très haut sur le terrain parce qu'on est devant au score. Bah, en fait, Chelsea a vu Liverpool au tour précédent, et s'est dit on va pas laisser d'espace à Vinicius, et voilà. Parce qu'il faut rappeler que le Real est quand même une moins bonne attaque que l'Atlético en championnat cette saison. Ils sont qu'à 58 buts en 34 matchs, ils sont à 22 buts du Barça. Oui, non, c'est pas une si bonne équipe que ça. Je veux dire, indépendamment, on va louer Chelsea, la saison du Real, avec tous les problèmes, hein, il y a énormément de blessures, etc. Difficile de construire une identité dans ce contexte-là. Mais oui, semaine après semaine en Liga, c'est assez rarement brillant. Il y a l'occasion de rappeler que Benzema a quand même réussi à marquer 27 buts cette saison dans cette équipe. Ce qui je pense vaut bien 40 buts dans une autre équipe. Parce que vraiment, collectivement, dans la capacité à créer des décalages de manière répétée, il y a quand même pas grand chose en tout cas. Et puis encore moins depuis quelques semaines où tu sens que
ça pioche, comme ça a été le cas en Liga d'ailleurs ces derniers temps. Donc voilà, j'étais en train de regarder un peu leur dernier match en termes de buts marqués, mais là ils en marquent 2 contre Osasuna, 1 contre Chelsea au match aller, 0 contre le Betis, 0 contre Getafe, 0 contre le Liverpool au retour, 2 contre le Barça. En fait, ils sont mieux dès qu'il y a un peu de profondeur, évidemment, avec Vinicius et compagnie. Mais si une équipe les attend, ça peut être très compliqué. Curieux de voir ce que va faire Séville lors du match de ce week-end. Passons un peu à Chelsea, messieurs, parce que je suis pas sûr que les autres rentrants madrilènes méritent d'être mentionnés. D'être développés en tout cas. Asensio rentre, mais à part des centres bloqués, j'ai souvenir de rien. Côté gauche. Ça t'a fait plaisir ou pas de voir Asensio en galère? Est-ce que en fait, non, ça me fait beaucoup moins plaisir depuis qu'il a eu les croisés, parce que du coup, ça me fait un peu plus de peine déjà, égoïstement, parce que je me sens plus proche de lui, on a vécu la même galère, bon, alors que moi j'ai jamais été bon au foot, contrairement à lui. Mais c'est quand les mecs se pètent, c'est toujours un peu plus frustrant, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'étais pas content, mais je me sentais un peu dans le vrai quand je doutais de son niveau avant sa blessure. Depuis maintenant, je me dis quelle est la part de responsabilité de ces croisés dans son niveau actuel. Mais après, je pense pas que ce soit un joueur fait pour jouer sur son pied gauche à gauche. Donc, il entre comme ça pour une vingtaine de minutes. Bon, c'était difficile, mais c'est plus à droite qu'il faudra qu'il joue. Mais j'espère quand même qu'il va se remettre à haut niveau qu'on l'a vu normalement lors d'un Euro, je crois, U21 où il avait été très bon. Oui, il avait mis des patates de loin. Oui, après il y avait ça. Il les avait enchaînés. Ouais. C'est vrai que lui et Saoul, ne faisaient pas le même sport que les autres sur cette compète-là. Mariano rentre pour, je sais pas pour la prime. Et puis Rodrigo, j'aime bien le joueur, mais j'ai l'impression que le contexte est un peu difficile pour lui pour évoluer. Mais dans l'idée, ça peut être un mec qui amènera un peu plus de créativité offensive du côté du Real l'année prochaine. C'est genre ce truc de soit tu recrutes Hazard qui a 30 ans à 100 millions, soit tu recrutes des gamins qui ont 18 ans à 50. Et entre deux, t'as pas fait grand chose depuis quelques années, donc c'est pas forcément facile offensivement. Sachant que Rodrigo pour Casemiro, ça te fait vraiment un truc où tu te coupes plus facilement en deux. Donc c'était un parti pris vraiment pas radical, hein, mais clairement tu abandonnes un peu cette idée de pouvoir construire au milieu pour vraiment augmenter ton poids dans le camp adverse. Au final ça paye pas, mais disons là-dessus t'as un vrai parti pris de Zidane qui fait pas spécialement du poste pour poste, mais bon ça tourne pas dans le bon sens, quoi. Oui, parce qu'il faut quand même dire que malgré la supériorité collective de Chelsea, tu peux très bien avoir un petit coup de chance, un coup de pied arrêté qui tourne bien, un centre où quelqu'un se rate, et finalement jusqu'à la 84e t'es encore dans le match. Donc, qui est pas dans les buts peut-être. Ouais, il aurait fallu que Mendy se blesse. C'était gratuit, hein. Mais... je sais même pas s'il... C'était trop facile. Je crois que c'était même pas lui le remplaçant, c'était Caballero que je vois sur le... les deux sont là, les deux sont sur les bancs. Je l'assume même pas, c'était trop simple. Mais c'est vrai que c'est juste pour signaler quand même que Mendy a une ascension quand même assez incroyable, parce que voilà, quand il débarque à Chelsea, tu vas pas forcément l'imaginer, ou pour sa première demi-finale de Ligue des Champions, il est capable de sortir ce genre d'arrêt à la, j'ai pas envie de dire à la Navas, mais voilà, il a très peu à faire, mais il le fait parfaitement sur ce match. Ouais, ça te donne envie aussi de faire une simulation de la saison de Rennes avec Rafinha et Mendy. Ouais. Alors dans le contexte Ligue des Champions, ça fait bizarre de se projeter comme ça, mais c'est vrai que oui, les Rennais vont être un peu tristes. Même si j'ai l'impression qu'ils sont contents pour Mendy. Tu sais, genre, perdu pour perdu. Ouais, j'ai l'impression qu'ils auraient préféré avoir quelqu'un d'autre que Gomis, mais que ça fait, en fait, son passage Rennais est tellement récent que finalement, même en Angleterre, j'ai l'impression que tout le monde sait que Mendy, l'ancien Rennais, quoi, tu vois. Il y a ce côté-là. Je pense que c'est le même côté que pour Kanté, quand il fait Boulogne et Caen. Le mec va tellement vite, tellement haut par rapport à là où il était à 20-21 ans, que tu te dis, ouais, bon, tant mieux pour lui, tu vois. Tant mieux qu'il aille aussi haut, parce que c'était pas forcément le plan qui était prévu quelques années plus tôt. Donc Chelsea, avant de faire les individualités comme Mendy, Flo, on va parler du collectif. Christophe voulait parler de plein de choses concernant Chelsea, une équipe. Je pense son équipe de 2021 peut-être. Christophe nous confirmera ça ou pas. La saveur de l'année. Toi, Florent, qu'est-ce qui t'a plu sur cette équipe? Pas forcément que sur ce match d'ailleurs, parce que ça découle un peu des semaines précédentes et des mois précédents avec Tuchel. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Est-ce que c'est le demi-finaliste le plus impressionnant de cette compète? Je pense, oui. Ne serait-ce que pour la progression fulgurante en l'espace de 3-4 mois maintenant, avec Tuchel, je crois, puisqu'il arrive courant janvier. C'est sûr que aujourd'hui, par rapport à ce qui a été montré dans les autres matchs, alors certes,
faut quand même mettre un bémol, c'est qu'il y a, pour un peu équilibrer par rapport à ce que dira Christophe après, c'est que on n'a pas vu le quart de finale où a priori ils n'ont pas été bons du tout face à Porto, où ils passent, c'est logique, mais a priori il y avait pas mal de choses à revoir sur cette rencontre-là et même la double confrontation. Maintenant sur ce match-là, c'était peut-être l'effet Conceição aussi, hein, qui souvent je trouve transforme les équipes adverses en des équipes qui galèrent, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il est capable de faire de belles machines à faire déjouer, on va dire, Conceição. Ouais. Mais bref, pour revenir à Chelsea, sur ce match-là, c'est l'énergie déployée au milieu, je pense, leur capacité à... C'est-à-dire tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le Real, avec son organisation et sa relance un petit peu bizarre, essayait de mettre les joueurs chargés de la première relance dans de bonnes conditions pour avancer, pour leur créer de l'espace. Le problème, c'était que même s'ils créaient de l'espace pour ces premiers gars, les deuxièmes se faisaient agresser. Et généralement, dès qu'il y avait un duel avec un joueur de Chelsea dos au jeu qui sortait, ça tournait assez régulièrement à l'avantage de Chelsea. Et derrière, en plus, le fait que le Real joue avec je vais rester un peu sur le Real pour expliquer la suite, joue avec une ligne défensive, par exemple, aussi écartée, forcément, à la perte de balle, tes centraux aussi écartés, tu peux le payer. Parce que ça peut se projeter vite. Et le fait que, côté Chelsea, les Werner, les Havertz, les Mount soient assez proches quand même les uns des autres en phase défensive, ça peut permettre de se mettre rapidement en ordre de marche et de se projeter rapidement vers l'avant et justement de mettre en grande difficulté le joueur qui restait dans l'axe en première mi-temps, c'était Ramos. Et ça explique en partie pourquoi Chelsea a assez rapidement dans le match trouvé des balles de transition à jouer et reste néanmoins cette frustration qui a maintenu le Real assez longtemps dans le match, de ces transitions où il y a quand même une belle marge de progression encore. On en avait parlé à l'aller, parce qu'ils en avaient raté pas mal, que ce soit sur des ballons récupérés au milieu de terrain, ou des sorties de balles réussies et des transitions à mener, des attaques rapides qui s'ouvraient. Là encore, sur ce match, il y a aussi beaucoup mieux à faire sur pas mal de situations, et une progression qu'ils devront sans doute régler d'ici la finale pour pas peut-être vivre une désillusion à base d'opportunités manquées. Tu disais que les joueurs du Real étaient agressés entre les lignes, est-ce que c'est pas aussi facilité, et je sais plus sur quel match on en parlait récemment où t'avais un peu fait la même analyse, facilité par le fait que finalement le Real a très peu d'hommes pour attaquer la profondeur, que quand Christensen, notamment Rudiger sortait, même quand Jorginho sort sur le temps de passe, qui va attaquer le dos de Jorginho et Silva? Ouais, il y avait pas d'hésitation en fait à avoir, en effet. Et c'est vrai que c'est là que tu peux te dire, on rentre dans un peu le coaching fiction, mais tu crées une situation où t'as Nacho qui est latéral, mais le piston gauche c'est pas Mendy, c'est Vinicius. Est-ce que là tu peux pas changer pas mal de choses parce que t'auras Hazard et Benzema qui vont décrocher. Par contre, si tu suis les décrochages, t'as Vinicius qui peut de suite t'attaquer la profondeur. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui aurait pu faire un peu plus mal? C'est une impro. Ce qui avait été bien contre l'Atalanta aussi, je sais pas si tu t'en souviens, c'est que Mendy avait attaqué la profondeur quand il partait de ses positions axiales. Il me semble que c'est comme ça d'ailleurs sur une passe de Modric qui fait une différence. Il part dans un dos. Je sais pas si Christophe se rappelle, lui qui regarde tous les résumés du monde, d'un but ou d'une action qui part comme ça du marquage individuel de l'Atalanta. Alors c'était différent de ce que faisait Chelsea, mais perturbé par Mendy qui vient intérieur et qui part dans le dos. Parce qu'il y avait des choses intéressantes à ce moment-là. Là, il n'y avait pas forcément cette attaque de la profondeur côté Real. Donc l'énergie déployée au milieu, c'est le point qu'a retenu Florent. Bon, ça reprend certaines de tes choses, Christophe. On va un peu rester sur l'effort collectif avec les attaquants. Parce que Florent disait que sur les transitions, ils étaient très bons, et c'est vrai qu'ils sont capables de menacer la profondeur aussi. Et il y a un truc qui est, je trouve, régulièrement oublié quand on évoque la vitesse de course des attaquants, c'est que quand ils ont envie de faire le pressing, c'est beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire que quand Werner 2021 sort au pressing, c'est pas la même chose que Hazard 2021 qui sort au pressing. Quand Mount sort au pressing, c'est pas la même chose que Casemiro, Modric ou Kroos qui sortent au pressing, parce que leur version actuelle. Et là, Chelsea a quand même une version hyper jeune, hyper moderne, hyper énergique, qui peut vite t'embêter sur les temps de passe, même en partant de loin. Et finalement, Kanté, qui a 5-6 ans, voire plus, que la plupart de ces mecs-là, s'inscrit complètement là-dedans aussi. Donc t'as un espèce de carré devant Havertz, Werner, Mount, Kanté, qui t'agresse constamment. Et ça fait aussi partie de l'idée Tuchel, ou de l'idée de Chelsea, en tout cas depuis quelques mois. Alors il y a plein de choses intéressantes dans ce que t'as dit, donc du coup je vais essayer de pas trop revenir
pour répéter les choses. Déjà, le premier truc que je trouve intéressant, c'est effectivement cet aspect vitesse des mecs. Alors j'ai lu une étude cet après-midi où alors c'est une étude, il y a peut-être d'autres qui disent l'inverse, mais qui disait qu'il n'y avait pas de corrélation entre la vitesse d'un joueur sur 30 mètres, ils avaient testé les mecs, donc la vitesse sur 30 mètres départ arrêté, et les tests où tu fais des allers-retours, je crois que c'est les tests de léger, où c'était sur 10 mètres, et où en gros tu dois faire 10 mètres dans un sens, t'arrêter, faire le tour du plot et faire 10 mètres dans l'autre sens. Et Werner, qui est un mec extrêmement rapide, hein, c'est là, je pense, un des seuls footballeurs de ce niveau qui a un temps officiel sur 100 mètres, et à 15-16 ans il faisait 11 secondes 10, ce qui est quand même assez énorme. Bah, il a cette vitesse longue, cette vitesse de pointe maximum qui a priori est très rarement atteinte par les footballeurs parce que il faut faire 50-60 mètres pour arriver à son maximum de vitesse, et malgré tout il a aussi cette explosivité sur 10-15 mètres, et les autres sont peut-être un petit peu moins rapides, même si voilà, ça va vite, hein, mais sur les transitions, tu sens quand même que Werner va peut-être un petit peu plus vite que les autres, hormis peut-être Rudiger et sa course totalement lunaire, un peu tête en arrière, enfin voilà, un truc très très étonnant visuellement, mais toujours dit qu'ils sont tous ultra explosifs sur les petits appuis, et enfin sur des temps de course courts, l'explosivité sur 5, 10, 15 mètres, et du coup ça te permet de faire beaucoup de choses, à la fois bien sûr sur la différence que tu fais, départ arrêté, voilà, embarquer le défenseur, mais aussi sur le pressing, et comme ce sont à peu près, je dis bien à peu près parce que Mount n'a pas forcément cette formation-là, cette école avec des coachs ultra cadrés sur ce plan-là, mais tous les autres ont vraiment été dans des écoles de jeu très axées sur pressing, réaction à la perte, etc. Même on peut ajouter Ziyech qui était remplaçant du côté de l'Ajax ou Pulisic du côté de Dortmund. Après Mount est passé par le Vitesse où je pense que ça devait un peu ressembler quand il fait sa grosse année là-bas aux Pays-Bas. Je pense que ça devait faire partie quand même de ce qui était prôné. Oui, c'est bien possible, je t'avoue que le Vitesse, j'ai suivi une saison où il y avait Thomas Kalas, le défenseur tchèque, mais plus trop ensuite, mais oui, c'est très possible, mais toujours est-il que voilà, ces mecs-là, t'as pas forcément besoin de les brancher sur l'aspect, ce qu'il faut faire sans ballon, et en fait, les qualités physiques naturelles sont là, mais il y a beaucoup de joueurs où finalement tu n'envisages cet aspect que sur la phase avec ballon, en tout cas la phase où ton équipe attaque. Tu vois, typiquement Vinicius, on se dit pas ah putain sa vitesse elle est trop utile pour presser, tu dis bah non, il attaque la profondeur. Et en fait Chelsea ça a été utile aussi pour presser, et non seulement pour presser, mais simplement, enfin aussi pour combler les espaces, parce que évidemment t'as ces jaillissements, et des fois il y a des passes qui face à un adversaire peut-être un peu plus lent passerait, sauf que là Werner va l'avoir, et lui il a le temps d'arriver à l'intercepter et de monter sur le temps de passe. Mais au-delà de ça, parfois t'es un peu éliminé, mais finalement ton partenaire fait un genre de recul frein, et le gars a le temps de revenir en fait. Donc certes, t'as non seulement cette vitesse, cette volonté de faire l'effort, c'est quand même cette culture tactique, parce qu'il faut pas courir n'importe comment, il faut savoir quand est-ce que tu dois sortir, bien estimer les situations, pas surjouer, pas vouloir faire des prises à deux quand il y a pas raison, et du coup laisser ton homme libre. Et ouais, globalement un vrai bon quadrillage du terrain, alors que je trouve que tu peux avoir tendance à te disperser quand tu cours beaucoup. Là même, alors Werner sort au bout d'un moment, mais même en toute fin de match, Havertz continue sur le plan défensif, avec ballon peut-être un tout petit peu moins parfois, il continue à vraiment bien couvrir les bonnes zones et savoir la façon dont il doit jouer. Et là-dessus, évidemment, c'est plus facile de bosser avec des mecs comme ça, parce que le cerveau est déjà formaté de la bonne façon. N'empêche que Tourelle a aussi fait un truc très fort là-dessus, parce qu'il ne faisait pas ça sous Lampard en fait. Donc rien que ça en fait, ça te protège énormément, peu importe ce qu'ils font avec ballon. C'est difficile en fait de sortir un Werner du 11 quand il t'apporte cet équilibre-là sur la première ligne, comme alors à son niveau, mais un Jonathan David avec Lille, etc. T'avais même parfois Mandzukic un peu plus jeune, tu pouvais avoir parfois du Lewandowski en 2013 aussi, t'avais Ivica Olic à l'époque 2012. Enfin voilà, ces attaquants qui courent beaucoup, c'est mieux quand ils marquent. Si tu regardes le Dortmund de Tuchel, il devait y avoir des mecs qui couraient beaucoup aussi, j'imagine. Déjà Pulisic était là de temps en temps. T'avais Dembélé qui allait vite aussi, tu devais avoir Aubameyang qui en faisait partie. C'était véloce à l'époque. Ouais, non, mais c'est ça. Et à partir du moment où les mecs sont véloces et qu'ils ont envie de courir, et qu'en plus, ce qui est quand même bien, c'est que le 30e sprint, tu le fais quasiment aussi vite que le premier, parce que c'est toujours bien, quoi. Si t'es cramé au bout de 35 minutes, c'est compliqué. Là, ils arrivaient encore à mener les transitions, alors qu'ils défendaient partout, clairement, sur le plan physique, alors qu'ils ont pas couru tellement, ils ont couru 109 km, ce qui est, je pense, sous la moyenne de la Ligue des Champions de cette saison. Les courses à haute intensité étaient vraiment bonnes. Et comme le positionnement est bon, c'était des courses de 5-10 mètres, quoi. C'était pas des courses de 50 mètres, donc du coup, c'est plus facile de les répéter. Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on voit des Thiago Silva et des Jorginho autant à l'aise, Flo?
parce qu'on sait que les deux ont été décriés un peu parfois pour les mêmes raisons, c'est-à-dire ils sont pas adaptables à tous les contextes et dans certains ils vont décliner ou en tout cas être en de grandes difficultés. Thiago Silva parce qu'il y aura toujours alors mythe ou pas sur ses préférences tactiques, et Jorginho parce que il a un registre quand même assez limité. Il excelle dans un truc qui peut être génial, mais c'est-à-dire que tu le mets dans une équipe où il faut qu'il fasse du Casemiro, je pense qu'il fait un infarctus. Par contre là il y a tellement de courses autour d'eux que c'est peut-être aussi pour ça qu'on les voit tranquilles, parce que là sur ce match-là ils ont été j'ai pas souvenir de les voir en difficulté. Ouais, bah l'avantage de Jorginho, c'est que quand t'as des mecs devant qui en effet font les efforts, et surtout t'as quand même 3 joueurs qui dans leur positionnement défensif, Havertz, Mount et Werner, ferment quand même l'intérieur. Donc Jorginho, il a à lire les intervalles qui séparent sa première ligne et se placer en fonction. Il a pas, tu vois, cette grande zone à couvrir où par exemple tu défends en 4-5-1 ou 4-1-4-1. Et le 8 se retrouve à couvrir une grande zone parce que il a certes un ailier sur le côté, mais on sait pas, enfin il peut être amené à sortir au pressing à hauteur du 9, tu sais, par exemple. Ça, Jorginho, il est jamais amené ça me fait penser à Thiago Mendes contre Lille. Par exemple, ouais. C'était mais sale. Et en plus à ses côtés, bon, il a Kanté qui fait du Kanté, on va je pense en reparler après. Mais voilà, lui, il est vraiment dans un fauteuil, et même autour de lui, quand il y a des joueurs qui se proposent entre les lignes, le fait qu'il y ait la ligne de 3 derrière, il y a Christensen ou Rudiger qui doivent être amenés à sortir s'il y a un joueur entre les lignes qui vient depuis le dos de Jorginho. Donc il a vraiment oui, je vais pas dire il est dans un fauteuil, mais il peut vraiment défendre sur une surface assez. Il a une pardon, je vais y arriver. Il a une zone assez réduite à défendre, et du coup, il peut vraiment se concentrer sur ça, sur le fait de couper les trajectoires. Là, je suis en train de repasser le match en accéléré, et il réalise quelques interceptions. Il termine d'ailleurs le match avec 6 interceptions, ce qui est quand même un chiffre assez important en général, parce que en gros, en général, sont plus des joueurs qui vont tacler. Lui était vraiment sur les interceptions. Il termine avec 4 tacles, une faute et un carton jaune, pour être complet sur son cas. Mais voilà, oui, lui est dans un fauteuil, et derrière Thiago Silva, c'est pareil, hein, il est lui qui en plus, enfin voilà, à Paris, c'était quelqu'un, Raphaël en avait assez longtemps parlé, le fait qu'en Ligue 1, il était capable de maintenir Paris, de tenir à lui tout seul tout l'édifice par sa lecture des transitions et des ballons dans le dos, etc. C'est incroyable, ouais. Bah là il a vraiment à faire la même chose, quoi. C'est quand Rudiger ou Christensen sont amenés à sortir, c'est lui qui doit assurer la couverture, surveiller s'il y a des gens qui partent dans le dos, et couvrir la profondeur. Et ça, là aussi, il peut lui aussi jouer sur ses qualités principales, et il a pas forcément à se montrer très agressif, à sortir de la ligne, etc. Donc ouais. T'as vraiment 2 joueurs en effet qui ont des limites, mais qui dans cette structure-là sont tout à fait à l'aise, et assez difficiles à exposer finalement, tant que les mecs autour sont aussi bons qu'ils le sont à l'heure actuelle. Moi je pense que le moment du match où il souffre le plus, c'est quand il perd un duel aérien contre Benzema, là, et qu'il tombe sur le contact, et Benzema derrière peut aller fixer, et je crois qu'il se fait reprendre. C'est une action comme ça que j'ai en tête. Mais oui, Thiago Silva, je pense qu'il faut vraiment, pour ceux qui ont la chance de la revue au stade, ils ont une vision différente, parce qu'il y a un nombre d'actions qui paraissent anodines, parce que juste il a eu la bonne lecture, donc il y a un ballon aérien qui vient, il fait une petite tête sur le côté, justement pour Rudiger ou pour Christensen, et ça repart proprement. Tu mets un central un peu moins fort dans l'anticipation, et ça devient un contre 1 à gérer dans la profondeur. Par exemple, tu fais un switch Silva-Kabak, pour ne prendre que la comparaison du tour précédent du Real Madrid, tu vis des choses très différentes. Mais je suis quand même assez étonné que Christensen s'en sort aussi bien dans un style de jeu pareil. Oui, autant Rudiger dans le style très agressif, qui sort de la ligne, qui va ensuite gagner des mètres avec le ballon, ça va, mais autant Christensen, tu l'imaginais plus de base dans un rôle à la Silva, justement. Ouais, exactement. Dans le rôle du troisième central, plus que du mec qui va être attiré par le duel. Donc c'est une petite surprise, mais c'est vrai que ce soir il s'en sort vraiment pas mal, sachant qu'il s'est même parfois retrouvé à devoir chasser Mendy en piston, parce que son piston à lui un cran plus haut, qui était Azpilicueta, allait parfois jusqu'à Nacho quand Nacho était excentré. Donc il y a eu un match
assez surprenant et très bon de sa part, mais c'est l'avantage aussi de cet effectif de Chelsea, où t'as vraiment l'impression que tout le monde sait parfaitement ce qu'il doit faire, et que du coup, quand tu changes un joueur, le joueur qui rentre, il sait parfaitement ce qu'il doit faire. Ça a été évoqué dans un projet de jeu il y a pas très longtemps, sur Copa Arena, je sais plus lequel. Je cherchais le nom de l'application, mais je crois que c'est Copa Arena. Et même dans la prochaine interview de Jérémy Morel, oui. où il dit que à partir du moment où tout le monde sait ce qu'il doit faire, et que même le défenseur sait ce que l'attaquant devant lui fait, et ben c'est beaucoup plus simple et on gagne beaucoup de temps. C'est un petit peu ce qui se passe avec Chelsea, j'ai l'impression. Oui, ce que je vais dire ne va pas être très étonnant, Christophe, parce que c'était un peu la logique de la construction d'effectifs de Chelsea il y a 2-3 ans, même il y a 1 an et demi, quand ils ont commencé, après la fin de leur interdiction de transfert, à enchaîner des recrutements sur des mecs de entre 20 et 23 et 24 ans à peu près. Mais j'ai l'impression qu'avec l'effectif actuel, alors à l'exception peut-être de Silva qui va quand même prendre de l'âge, mais Chelsea est l'équipe déjà la plus prête pour 2024 par exemple. Alors que le Real a un peu resté sur ses cadres de 2018, ce qui peut se comprendre, c'est des mecs qui avaient gagné 3 Ligues des Champions de suite. Mais là, Chelsea, donc tu les téléportes ou tu les envoies dans le temps de quelques années en avant, et je me dis qu'ils sont tout à fait pertinents. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette chance-là. Je pense que tu fais les effectifs de City et Liverpool, c'est beaucoup plus vieillissant. Là, on est peut-être sur pas une dynastie, parce que le football n'est pas la NBA, mais en tout cas un début de belle période, quel que soit le coach, juste parce que t'as 4-5 mecs qui peuvent être déterminants à un niveau de compétition assez important, et qui sont en plus pas encore à leur meilleur niveau. Je prends l'exemple de Mount, de Havertz, Werner ça fait quand même très longtemps maintenant qu'il joue, donc à voir ce qu'il lui reste comme marge de progression, mais Chilwell même côté gauche peut continuer à progresser, et puis t'as Pulisic sur le banc, t'as Ziyech sur le banc, t'as Hudson-Odoi, il y a de quoi de voir venir Chelsea dans les années à venir. Oui, c'est vrai, non, t'as tout à fait raison, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a des points communs, des différences, mais tu vois, quand le Real gagne sa Ligue des Champions avec aussi des jeunes, des recrues, on peut aussi à un moment évoquer ça, mais j'ai l'impression que finalement les jeunes, on les imaginait prendre une place, mais ils étaient pas encore forcément dans le 11. Voilà. En gros, c'est soit tu te projetais sur il y a Vinicius qui va arriver, il y a Rodrigo qui va arriver, a priori c'est intéressant, ou alors sur le développement d'un Asensio par exemple, le développement d'un Ceballos, d'un Llorente. Bon voilà, Llorente s'est développé ailleurs, les autres pas forcément. Là t'as déjà, je sais pas si c'est une colonne vertébrale, mais déjà t'as plusieurs joueurs qui a priori, je dis bien a priori parce que la plupart n'ont pas le même niveau sous Tourelle que sous Lampard, donc s'il y a une mauvaise série que Tourelle est débarqué et que tu mets Avram Grant à la place, je sais pas si tous garderont un niveau incroyable, mais concrètement c'est vrai que tu citais des joueurs. Christensen, je pense qu'il c'est assez systémique, je pense pas que le joueur soit incroyable, mais Mount, potentiellement Werner, Havertz, Reece James qui était remplaçant sur ce match-là, Pulisic, rien que ça, a priori, je pense que pour quelques années, t'es assez tranquille. Le banc est quand même assez costaud. En fait, t'as des interrogations sur est-ce que t'as forcément besoin de Jorginho Kanté, ou est-ce que si tu les remplaces par Kovacic et je sais pas, potentiellement Gilmour, je sais pas comment on prononce, l'Écossais qui est un joueur qui un peu dans le profil Jorginho, alors qu'on a très peu vu, mais qui semble avoir des vraies qualités quand il jouait. Est-ce que ces mecs-là vont prendre la suite? Est-ce que tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre? En fait, la vraie variable pour moi, c'est pas tant Jorginho. Je pense que tu peux trouver un mec qui fait 90% de ce qu'il fait bien et qui aura pas forcément les mêmes défauts, quoi. Je pense qu'en vieillissant, Kovacic peut faire ce Jorginho. Oui, voilà, c'est ça. Je pense pas que le Jorginho soit autant essentiel qu'il l'était à Naples. Là, clairement, t'es pas obligé de passer par lui pour reconstruire. Pour moi, la vraie variable d'une équipe telle qu'elle est à ce niveau-là, ça veut pas dire, tu vois, tu peux aller en finale, même en faisant potentiellement une performance moins bonne, vu l'écart de niveau ce soir. C'est N'Golo Kanté, quoi. Est-ce que Kanté, tu peux trouver un équivalent? Est-ce que finalement il y aura une suite? Est-ce que il peut inspirer d'autres joueurs? Parce que ce soir, ok, le mec fait des efforts, il défend en avançant, il vient compenser, il lit bien les situations, il résiste au duel, mais il y a des prises de balles sur des orientations, sur des premières touches pour se mettre dans le bon sens, ensuite lever la tête et faire le bon choix une fois qu'il est lancé, où c'est difficile à ce niveau-là d'imaginer un package où
Ou voilà, enfin autant Havertz, Florian Wirtz, ça quand même par certains côtés, au-delà de la formation, moins costaud, mais voilà, tu retrouves quand même des similitudes. Autant je vois pas de N'Golo Kanté jeune de 18 ans qui pourrait potentiellement marcher dans ses pas, alors à Chelsea ou ailleurs. S'il met le but à Courtois en deuxième période là quand Werner fixe, je pense qu'on est sur un panthéon je pense qu'on est déjà bien, mais sur des performances aller-retour en plus. Ouais, sur de l'aller-retour. Ouais. Parce que souvent il y a un mec qui fait un des deux matchs très bons et puis sur l'autre il va être correct ou un peu moins bien. Mais là je sais même pas lequel choisir entre les deux. En fait, sur les deux matchs. Ouais. En fait, je me suis fait la réflexion et je vais un peu m'enflammer, mais Xavi a croisé la route de Guardiola à 28 ans. Et est-ce que Tuchel peut pas être le gars, le coach qui croise la route de Kanté? Bon, il a 30 ans. Après, je pense que... Mais vraiment, l'amener dans une autre dimension par rapport à ce qu'il faisait, qui était déjà énorme jusque-là. Mais là, il prend, sur cette double confrontation, face à lui, alors certes, ils sont fatigués. Ils ont joué énormément de minutes cette saison, mais face à lui, il a le milieu qui a marché sur la Ligue des Champions sur les dernières saisons, qu'il a gagné plusieurs fois, etc. Alors pas forcément la dernière saison, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il n'existe pas en grande partie. Kroos, il y a quand même un paquet d'excellents milieux qui se sont cassés les dents en voulant aller le chercher. Ouais. Et Kanté, il l'a nullifié sur la double confrontation. Kroos, on l'a quasiment pas vu. À part justement une frappe en début de match, je crois que c'est lui le premier qui s'essaye de loin face à Mendy, même si c'est pas très dangereux. Et le match que fait Kanté, il est dans la pure lignée de ce qui s'est passé sur les matchs précédents. Alors évidemment, je dis pas que ça va être un milieu qui va être dans le même registre que Xavi, mais je parle de l'importance et de la deuxième carrière peut-être que va pouvoir lui offrir Tuchel. En le mettant dans ce genre de structure et de situation. D'un côté, je te rejoins parce que je sais pas si on est dans la surréaction, mais je suis pas sûr que le Kanté 2018 était meilleur, par exemple, ou le Kanté 2017, que ces performances-là qu'il fait depuis quelques semaines en Ligue des Champions. D'un autre côté, et ce que je veux dire, j'espère que ne va pas être repris de la mauvaise façon, mais ce qu'il fait avant de rencontrer Tuchel est, en termes de palmarès, supérieur à ce que fait Xavi avant de rencontrer Aragonès et Guardiola en sélection. Aragonès en sélection et Guardiola en club. C'est-à-dire qu'il est moins dépendant du contexte sur sa première partie de carrière que ne l'est Xavi. Il y a des gens qui vont me dire tu dis que Kanté est meilleur que Xavi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais Christophe qui a fait récemment une première fois sur Xavi pourra le confirmer. Le Xavi de début de carrière n'est pas le Xavi qui derrière va contrôler le milieu de l'Espagne et le milieu du Barça plus tard. Oui, j'entends. Il y a une énorme différence. Alors que Kanté, tu vois, tu le mets à Caen, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Tu le mets à Leicester, ils sont champions. Tu le mets à Chelsea, ils sont champions. Tu le mets en équipe de France 2018, il est titulaire au milieu dans une équipe championne du monde. Donc j'entends ce que tu dis par contre, surtout sur la partie avec ballon par contre. Je pense que c'est là ce que je veux dire, c'est le palier qui va franchir, qui peut peut-être franchir, ça peut être un palier ressemblant au palier franchi par Xavi quand il croise Guardiola, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et aussi le fait que les entraîneurs qu'il a croisés jusque-là, bon, il y a eu Ranieri, c'était le 4-4 de Chelsea, de Leicester, dans un rôle axial vraiment pur récupérateur, je prends, je donne, on est en transition, etc. Avec Conte, le système a changé, mais globalement, le rôle qui lui était demandé, c'était le même, entre guillemets. Il y a eu l'arrivée de Sarri, où là, il a eu un rôle en effet plus offensif, mais finalement, quand tu prenais le système de Sarri, il y avait déjà ce joueur-là qui était Alan à Naples, et tu peux te dire que Kanté a repris le rôle d'Alan et l'a peut-être amené un peu plus haut. Et là, par contre, avec Tuchel, c'est vraiment un rôle très différent où il est plus dans le fait de porter la balle de manière très simple. C'est des appuis remises. Des appuis remises, je me projette. C'est du Makelele Nantes 95. Hein. Nantes 96. Ouais, c'est vrai que ça se rapproche. Makelele était même encore plus dribbleur, il tentait plus de 1 contre 1. Oui. Kanté va plus aller va solliciter l'appui, comme il le fait d'ailleurs sur le but de Werner du coup. Et ce qui est dommage pour lui, c'est que ce soir il peut quasiment finir avec 2 passes D, et un but. T'as évoqué son occasion.
Mais et finalement les deux actions font but, mais c'est pas lui le dernier passeur à chaque fois. Est-ce que ce serait pas Flo aussi du Tigana première partie de carrière? C'est aussi le joueur auquel j'avais pensé quand j'ai réfléchi à ce que je voulais dire sur sa performance. Et en effet, on en a parlé de Jean Tigana quand on l'a vu. On le voyait en plus en deuxième partie de carrière, quand on a vu l'OM 90-91 dans nos sagas sur Coparena. Et c'est vrai que le package entier, c'est-à-dire gros volume à la récupération, joueur infatigable, capable de gratter énormément de ballons, et aussi de se projeter, et aussi de casser des lignes. Là, en le portant, peut-être que lui, la prochaine étape, ce sera de casser par la passe. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans le jeu de Chelsea, les joueurs qui cassent par la passe sont plus ceux de derrière, un cran plus bas. Et lui va venir en troisième homme et se projeter parce que le défenseur casse, l'attaquant est servi en appui et Kanté du coup arrive en deuxième rideau pour mener la transition. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ami Kanté? Non. Je pense que, contrairement à Xavi, Kanté ne donnera jamais son visage à une équipe. Par contre, que tu pourras le mettre dans n'importe quelle de ses équipes. Donc, n'importe laquelle, pardon. Pour Xavi, ça allait bien, parce qu'il était toujours globalement dans le même contexte. À partir du moment où il a vraiment eu un Barça qui jouait à sa main, et que la sélection, alors pas que, hein, mais la sélection a globalement repris l'idée de jeu du Barça, voilà, c'était nickel, il était dans ses chaussons, et le Barça jouait comme Xavi devait jouer, donc c'était nickel. Kanté, à partir du moment où il a changé de club plusieurs fois, etc., changé pas mal de fois d'entraîneur, de projet de jeu, parce que c'est vrai que Florent l'évoquait, passer de Conte à Sarri, à Tourelle, à Lampard, il y a quand même Ranieri, voilà, c'est pas la même chose d'être associé à Jorginho, à Drinkwater, donc il y a eu pas mal de variations, à chaque fois il a su rentrer là-dedans, et c'est vrai que moi en voyant Tourelle arriver, alors j'ai toujours des doutes sur Kanté, enfin voilà, à chaque fois je sais pas, je lui vois plus de limites avec ballon qu'il n'a, et je me disais je sais pas si ça peut être le troisième homme du milieu de terrain, enfin après ça dépend comment tu l'aimes, mais en gros je me dis aux côtés de Jorginho ce sera peut-être plus du Kovacic quoi que Kanté. J'ai peur que Kanté soit un moment friable avec ballon sous pression, en gros que l'appui remise, en gros comme une fois il en rate une, alors c'est pas dramatique hein, mais je sais pas si vous vous souvenez, en gros il tente une ouverture de jeu vers ça doit être Ispilicueta, il la met en touche quoi, il la dose un peu mal, il va le brosser en tout début de match. Ouais. Le gelon sera jamais sa qualité. C'est ça. Et en gros, c'est ces occasions-là, mais ça arrive très peu, où je me disais, ça arrivera trop souvent, il y a une fois où ça va tomber sur l'ailier adverse, il va se planter et tout ça. Alors que non seulement ça n'arrive pas, donc c'est sûr que si le gars ne fait pas d'erreur avec ballon, voilà. Mais en plus, vraiment, moi, ce qui m'impressionne le plus sur ce match-là, c'est, en fait, vous évoquiez toutes les fois où il fait appui remise. Moi, c'est, je sais pas, les 2 fois par match, où au final il va pas faire appui remise, mais il va se rendre compte qu'en fait il est pas tamponné, ou que l'adversaire anticipe la passe, et que du coup il va se mettre dans le sens du jeu, il va attaquer l'espace. Et tu dis si le gars a ça, bravo quoi, il y a plus je vais pas dire qu'il y a plus de lacunes, parce que il va pas non plus aller casser les lignes par la passe, mais comme le disait Florent, généralement ce travail-là, soit t'as pas besoin de le faire parce que tu crées l'espace en faisant des combinaisons en triangle, etc. Soit l'espace est créé plus bas sur le terrain. Donc t'as même pas besoin d'être cette espèce de milieu en zone Xavi, en zone Iniesta, qui va réussir à trouver des espaces. Donc du coup, aucune faiblesse dans ce projet de jeu-là quand il est à ce niveau-là. Et si tu adaptes un petit peu ton style, et je sais pas, que tu dois mettre en point de basse, il ferait aussi le job, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut... Enfin, tu vois, moi, sur sur la finale et sur les 2 éventuels 11 de départ, je pense que ça peut être l'un des joueurs les plus décisifs avec Phil Foden, Kevin De Bruyne, mais je veux dire, c'est vraiment, je vais pas dire qu'il peut gagner la finale à lui tout seul, hein, mais tu vois, Thiago Silva ou autre, oui, bon, c'est des éléments du 11, mais là vraiment tu peux avoir, je sais pas, une sorte de match dans le match entre lui et Rodri par exemple, et je pense que j'ai beaucoup plus confiance en Kanté qu'en Rodri dans ces zones un peu intermédiaires au milieu de terrain. Surtout beaucoup plus confiance en Kanté que Rodri quand les deux s'affrontent, c'est parce que Rodri est pressé par Kanté pendant 90 minutes. Je pense que t'as au moins 2 transitions où tu récupères le ballon dans les 30 mètres adverses. Oui, donc Rodri il a quand même cette tendance à se voir plus rapide qu'il n'est. Et contre le PSG, ça aurait pu coûter des buts. Je sais plus ce que je voulais dire sur Kanté. Ah oui, je voulais dire, en parlant de la chance quand même de
du bonheur de Didier Deschamps, il pourrait arriver à l'Euro avec Kanté, Mbappé et Griezmann qui reviennent en super forme, alors que ça faisait quand même quelques mois qu'ils étaient pas très bien. Et là, les Pogba trois qui est sont... pas trop mal avec United Ouais. aussi. Là, tu pourrais avoir 4 de tes 5-6 leaders avec Lloris et Varane qui seraient très très bien. Donc tant mieux pour la France. Ça tombe bien. Heureusement que c'était pas l'Euro 2020 finalement, et que ça vient en 2021. Parce qu'il y a un an, c'était pas les mêmes joueurs. C'était une autre histoire. Les autres individualités, donc t'as parlé un peu d'Edouard Mendy, Florent, tu pourras revenir dessus si tu veux un peu. Mais je voulais plus te lancer sur les éléments offensifs de Chelsea et à Kai Havertz, qui était la nouveauté de ce match, qui est un joueur un peu particulier. C'est-à-dire que il y a un truc qui m'a marqué chez lui, c'est que t'as l'impression qu'il est jamais à 100% quand il court, qu'il est toujours un peu nonchalant, un peu dans la légèreté. Et puis il y a un mec qui vient le presser, puis il lui fait un petit pont de manière très très nonchalante. Il l'a fait 2 ou 3 fois comme ça. Les mecs qui viennent au pressing, il met bout du pied, petit pont, puis il s'oriente. Il y a le centre de Azpilicueta où il claque une tête qui va sur la barre. C'est un mec à la fois élégant et qui est capable de dominer physiquement. Et on a souvent le mec qui est grand, qui va vite et qui est technique, mais là en plus il y a l'élégance. Et ça c'est un peu... Peut-être qu'il va moins vite que d'autres, que Morata par exemple. Mais peut-être cette tête levée à la différence des grands gabarits véloces habituellement. Ouais, joueur très aérien. En fait, t'as l'impression qu'il touche pas le sol dans ses prises de balles et il touche très peu le ballon aussi. C'est-à-dire, en effet, comme tu le dis, ça va être une petite touche s'il prend la pression. Mais sinon, voilà, tout à l'heure, j'en parlais par rapport à son remplacement avec Pulisic, où lui c'est beaucoup plus au sol et avec beaucoup d'appui pour changer de direction, etc. Havertz c'est le minimum. On fait le minimum, mais ça suffit quoi à chaque fois et ça se déroule, on va dire, de manière très naturelle, de manière très fluide. Et c'est agréable à voir. J'ai pas grand chose à rajouter en fait sur sa perf. Peut-être son duel contre Ramos là, à un moment du match. Ouais, en deuxième mi-temps, ouais, où je crois que Christophe s'en rappelle mieux, donc je vais le laisser. Parce que sur la même action, il domine Ramos dans tous les secteurs du jeu. Alors c'est pas le meilleur Ramos de sa carrière, mais Christophe c'était un grand moment quand même du match. Oui c'est ça, c'est le domine au duel, puis ensuite il a arrêté, il est un peu coincé, les renforts arrivent sur Ramos, et puis il repart dans l'autre sens vers le côté droit, et sauf que sur le redémarrage, il fait le tour de Ramos, il lui met 2 mètres quoi. Et en fait c'est ça qui m'impressionne avec Havertz, et c'est pour ça que j'ai toujours été ultra client de lui, c'est que j'ai l'impression qu'en fait il peut hausser le curseur dans plein de domaines, mais qu'il a pas forcément d'énormes points faibles quoi. C'est-à-dire que bien sûr, il pourra être meilleur à la finition, il peut être... Enfin, déjà, de base, c'est amusant, mais on parle d'un faux numéro 9. D'ailleurs, c'est amusant de se rendre compte, alors même si, avec Timo Werner qui est un 9, voilà, il prend la pointe par moment, tu peux considérer que c'est une animation, mais que t'as un vrai numéro 9, mais t'auras une finale avec 2 équipes qui aiment bien jouer sans attaquant dédié. Mais donc... Kai Havertz joue faux numéro 9, il a très souvent joué en Allemagne, milieu de terrain axial, voilà, numéro 8, un peu à la Ballack, qui fait 1m89, donc rien que ça, ce mec qui peut jouer à toutes les hauteurs, en gros 8-19, avec un vrai gabarit, où bah si tu lui mets des centres, il va être bon de la tête, déjà ça je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, enfin le fait de pouvoir jouer à plusieurs hauteurs, effectivement ça traduit des qualités par la passe haute, mais en fait même quand tu regardes ses statistiques de but, donc il a que 21 ans, sa saison où il a 19 ans, il met 17 buts en Bundesliga. Et la saison suivante, il en met 12, il met 4 buts en Europa League, enfin bref, il a déjà, je crois, 49 buts chez les professionnels, oui. À 21 ans, pour un mec qui donc n'est pas un attaquant dominatif. Et enfin tu vois, en fait j'évoque cette idée de faux numéro 9, et je pense que ça peut être un faux vrai partout, c'est-à-dire que tu pourrais en faire un espèce de faux numéro 10 un peu fuyant, mais en fait il serait un très bon numéro 10. En équipe d'Allemagne, ils savent pas trop quoi en faire pour le moment, j'ai l'impression. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il est, je pense que si t'as vraiment des mecs ultra spécialisés, tu vois, effectivement, si t'as Lewandowski, dans un club par exemple, bah tu vas pas mettre Havertz numéro 9 parce que Lewandowski sera meilleur que lui. Si t'as, je sais pas, même Marco Reus, peut-être tu vas mettre Marco Reus numéro 10. Si t'as Kroos, bah du coup tu vas mettre Kroos au milieu de terrain, tu vas pas forcément mettre Havertz, mais lui il sera 90% de peut-être pas du meilleur joueur du monde, mais en tout cas des très bons joueurs de Ligue des Champions à quasiment tous les postes. Et quand t'es Tourelle et que t'as besoin d'une flexibilité,
c'est super intéressant, quoi, parce qu'il peut dézonner un peu partout. Alors même si sur les côtés il est un peu moins pertinent parce que sa capacité de dribble, voilà, sur les appuis, c'est pas incroyable, mais sur des positions axiales, t'en fais ce que t'en veux. Et voilà, ce que je dis vraiment, c'est en gros t'as une espèce de faux numéro 9 qui va être fuyant, mais pas vraiment en fait. C'est-à-dire si tu lui mets des ballons aériens et si tu lui dis de tenir cette position-là, il sera tout à fait capable de le faire. Et c'est vrai que ça te... Donc c'est pas le numéro 9, le faux 9 classique qu'on imagine par rapport à Totti ou Messi, qui va recevoir plus bas et lancer des ailés dans la profondeur. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le faux 9, maintenant, on l'utilise un peu à toutes les sauces, sans vraiment... sans rester sur l'idée de base, mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que dès que c'est pas Icardi, on appelle ça un faux 9. Puis parfois un faux 9 bouge plus qu'un vrai 9, donc même dans la profondeur. Oui, non, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'un faux neuf? Est-ce que Firmino est un faux neuf? Enfin, voilà, mais c'est vrai que lui a vraiment ce côté-là. C'est pas un neuf qui a ce style de jeu-là, comme Benzema, voilà, qui pourrait être un faux neuf parce que la moitié du temps sur ces matchs-là, il va décrocher dans des zones assez basses pour faire vivre le jeu parce qu'il comprend que sinon les ballons ne lui arriveront jamais. Lui, c'est vraiment un milieu de terrain ultra polyvalent sur toutes les zones offensives et je suis pas encore au point de me dire, comme la sélection allemande peut se le dire, mince, qu'est-ce qu'on va en faire parce qu'il est intéressant, mais on sait pas trop, comme tu peux avoir un Kimmich, est-ce qu'on le met latéral, est-ce qu'on le met milieu. Moi, je suis pour l'instant sur le truc de se dire, laissons-le se développer, puis on verra bien ce qu'il devient. Dans tous les cas, là, c'est un joueur qui est un mec important, qui t'envoie en finale de Ligue des Champions. Rien que ça, c'est un truc que Thiago Silva confirmera, ça peut arriver assez tard dans une carrière, même quand t'es très fort. Est-ce que tu veux en profiter pour nous citer la déclaration de Thiago Silva que tu as envoyée sur notre conversation? Il me semble que c'est lui, t'as pas mis l'auteur, mais vu les mots, ça peut que être lui. Oui, c'est lui, ouais. Oui, absolument. Alors, il disait une histoire de... Voilà, je sais. Le PSG a fait son choix de me laisser partir, de dégager Tourelle aussi. C'est difficile à expliquer. Pour moi, c'était triste. Mais le plus important, c'est qu'on soit ici avec Chelsea. Qu'on soit content, même, d'ailleurs. C'est le mot dégagé qui m'a surpris. Je sais pas en quelle langue il l'a dit au départ. Je crois que c'est du français, mais je t'avoue que c'est tombé pendant qu'on enregistrait, donc j'ai pas pu vérifier. Ouais, mais c'est vrai que comme c'était diffusé par RMC, il a peut-être passé au micro d'RMC après le match. Grosse embrassade entre Tourelle et Thiago Silva d'ailleurs après le 2-0 et à la fin du match. Je pense qu'ils seront... À mon avis, il y a des... je pense qu'ils avaient la même idée en tête quand ils se sont fait le câlin. Ils visaient la même personne derrière son écran, je pense. C'est pas impossible. L'architecte. Voilà pour Kai Havertz. D'autres individualités côté de Chelsea. Est-ce qu'on parle de Mason Mount qui met quand même un petit but, Flo? Est-ce qu'on parle de Pulisic qui fait une sacrée entrée quand même dans son rôle terrien, dans son style terrien? Est-ce que tu vas parler d'un défenseur central aussi, Florent? Le catcheur? Antonio Rudiger, ouais. Il y a, en fait, hier, je vous spammais avec des photos de Papadopoulos et là, je vous ai envoyé juste la séquence en effet, un peu avant la mi-temps où il sort, comme il sait bien le faire dans la ligne défensive. Et il fait un run exceptionnel, la tête en arrière jusque dans la surface de Chelsea, où je pense d'ailleurs que si Werner joue bien le coup, il peut lui offrir un face-à-face. J'ai l'impression que c'est pas injouable, et ça aurait été assez incroyable. Mais on se moque, mais il a l'air d'aller très très vite quand même. Je crois qu'il va très vite, oui, en effet. Surtout pour son gabarit, quoi, parce que t'es quand même sur un gars qui doit pas être très loin du 1m90 et des 80 kilos bien faciles, je pense. Donc ouais, ça va très vite. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du PSG, je crois que Rudiger c'était un joueur que Tuchel aurait aimé avoir déjà dès le PSG, quand il était à Paris. Et là on peut comprendre vu ce qu'il est en train d'en faire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. C'est une vraie machine depuis qu'il est titularisé. Alors le truc c'est qu'il a ce tempérament qui fait que tu dis qu'il peut câbler à tout moment et se faire sortir. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc tout va bien. Ouais, et puis, tu vois, c'est vrai qu'il a toujours cette sensation d'aller câbler, mais quelque part, émotionnellement, pour l'instant, même dans ces matchs-là, il se tient plutôt bien. Donc c'est ça, et pour compléter d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'hier, on avait pas mal parlé de l'indiscipline des Parisiens. Rudiger, cette saison, 0 carton reçu. Putain, c'est vrai ça? J'aurais pas cru. Moi non plus, j'aurais pas parié. Parce qu'il est capable d'en prendre un quand il est sur le banc en train de péter un câble, donc c'est pour ça que Mais pour le coup, aucun carton reçu, non, cette saison, selon WhoScored en tout cas. Et en termes de fautes, c'est une faute par match en moyenne, pas plus. Je suis en train de regarder l'action en boucle
pour une analyse gestuelle. Et ce que j'aime bien chez lui, au-delà de son côté dégingandé, c'est que tu sens à travers ses courses les émotions qu'il ressent. Genre là, quand il est pas servi finalement sur la fin de l'action, il arrête sa course d'une façon très amateur, et je dis pas amateur en termes de niveau, mais d'attitude. C'est-à-dire que il est vraiment deg de pas avoir reçu le ballon, il laisse la jambe traîner un petit peu, il se retourne. Je sais pas qui il défonce sur l'action, mais il défonce un mec au départ de l'action que tu nous as envoyé, Flo. Peut-être Valverde, je sais pas qui joue dans cette zone à ce moment-là du match. Non, c'est on est en première mi-temps, donc c'est pas Valverde, c'est un autre joueur. Parce qu'il se mode. On dirait Kroos un peu peut-être, je sais pas, mais en tout cas il prend cher le mec. Il est assez costaud, et puis c'est vrai que ça va très très vite avec cette tête en arrière. Donc l'allure n'est pas à la hauteur du niveau de jeu. C'est ça qui est toujours. C'est Hazard qui prend le deuxième coup, la deuxième lame. Ouais. La silhouette bien bâtie me faisait penser à Kroos qui est un peu plus carré. C'est vrai que Hazard n'est plus aussi fin qu'à une époque. Voilà pour l'ami Rudiger et l'ami... du coup, on n'a pas parlé de Mount et de Pulisic, mais Christophe, peut-être que tu veux dire un mot de ces deux-là. Moi, je trouve que Mount, par exemple, sur ce match, il y a un truc qui est chez lui depuis le départ, mais qui m'a impressionné. Je trouve qu'il est extrêmement vif, parce qu'on part toujours de Werner et de Pulisic qui sont explosifs et qui peuvent aller vite sur certaines distances. Mais Mount, pour se créer des angles de tir, il est franchement dans ce rôle-là de 8 qui touche un peu moins de ballons très haut, mais qui en a quand même quelques-uns. Il est ultra complet, et bon, lui était aussi assez client de lui depuis pas mal de temps, tu le compares souvent à Lampard, mais à la différence de Lampard, il y a peut-être moins de qualité de frappe, et ce côté j'arrive en trailer à 20 mètres pour marquer. Il peut éliminer par contre. Ouais, dans les petits espaces, et pour éliminer, Christophe, il se plaît très bien avec les autres, avec les Allemands du club en fait. Oui, c'est ça, et vraiment, il s'éloigne de plus en plus de ce style anglais. C'est vrai que la comparaison avec Lampard, une espèce de filiation en plus, voilà, c'était son coach, donc elle semblait évidente sur le côté frappe de loin, voilà, anglais. Et il l'avait à Derby aussi. Bah oui, non mais c'est ça, en fait je pensais à Derby même, parce que les deux font le voyage ensemble, mais enfin retour de près pour Mount, mais au final oui, on se rend compte de plus en plus, il y a déjà quand même un peu en début de saison avec Lampard, mais au fil des semaines, au fil des mois avec Tourelle, je crois que c'est ce week-end ou le match de championnat d'avant où il reçoit une balle, il fait une espèce de contrôle où il se l'amène en moitié en roulette et ensuite il fait passe décisive pour Werner, je crois. Enfin en tout cas, il a des gestes, c'est pas sur ce match, je suis désolé, mais il a des gestes, des inspirations vraiment très intéressantes sur des prises de balles, sur des premières touches. Et là aussi, alors je pas trop répéter la même chose, parce que c'est pas comme Havertz qui est ultra polyvalent, mais c'est sûr que c'est moins radical que Werner, où Werner, il y a des trucs où le cran c'est 9 sur 10 et les autres c'est à 2 ou 3, quoi, et du coup tu fais avec parce que tu sais ce qu'il t'apporte. Mount, il y a une vraie capacité, même potentiellement, enfin, en fait ce qui est intéressant c'est que plus qu'Havertz, tu peux le mettre par exemple ailier sans souci, ça se rapprocherait. Enfin voilà, il y a plus un cousinage maintenant, je trouve, avec Phil Foden qu'avec Frank Lampard. Si je dois faire les deux, un peu moins vif, je pense, que Foden quand même, peut-être un petit peu moins dribbleur, peut-être plus en capacité d'avoir ce poste de numéro 8 axial, mais c'est aussi les bons signes de la formation anglaise, et je t'avoue que moi ce sont des profils qui m'intéressent beaucoup plus, c'est-à-dire vraiment des joueurs très bons dans l'axe qui sont capables de jouer sur le côté s'il y a besoin parce qu'ils ont certaines qualités fortes, que alors j'aimais beaucoup à ses débuts, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant qu'un Sancho par exemple, si on reste sur les Anglais, où t'as globalement assez vite compris ce qu'il pouvait faire. Là cet aspect un peu incertitude où le joueur peut faire un peu des nouvelles choses à chaque moment, élargir sa panoplie, et comme il a pas trop de faiblesse physique, du coup il peut aller dans certaines zones où t'es plus sur du 1 contre 1 que sur de la première touche, etc. C'est vraiment intéressant. Et là aussi il y a à la fois la mini incertitude de te dire est-ce que c'est son vrai niveau ou pas, est-ce qu'il y a pas un moment où ça va retomber sur terre et il va rater sa finale de Ligue des Champions, on va se dire ah mince, mais c'est peut-être, sans doute, je sais pas, faudrait tout revoir, mais pour moi c'est le joueur qui a le plus progressé, en tout cas c'est le meilleur joueur sous Tourelle depuis l'arrivée de l'Allemand, qui a beaucoup fait tourner, et rien que ça dit quelque chose, parce que je suis pas sûr qu'il était forcément destiné à rester tout le temps titulaire, alors que t'avais un Ziyech par exemple qui était le meilleur joueur sur le début de saison après son retour de blessure. Surtout quand il sort de sa saison à Derby et qu'il suit Lampard, je me rappelle qu'on n'était pas du tout sûr de l'idée de Mount intégré dans cette rotation. À l'époque, parce que vous aviez quand même, vous regardez pas mal de matchs de Championship parce qu'on vous suiviez Leeds, et Mount n'était pas au point d'écraser la deuxième division anglaise. Donc c'est une belle progression, et c'est marrant de voir que le pays qui a longtemps pas eu de 10, parce que les terrains ne permettaient pas et la culture du jeu ne correspondait pas aux 10,
est peut-être celui qui en forme le plus maintenant, ou les joueurs qui y ressemblent le plus, parce que t'as cité Foden, mais on peut penser aussi à Maddison à Leicester, à Grealish à Aston Villa, il y a Cantwell qui a été en deuxième division à Norwich, mais qui est largement au-dessus de la deuxième division et qui va remonter. Et je suis sûr que finalement tu descends de club en club et tu peux peut-être en trouver encore d'autres. Il y a Smith Rowe à Arsenal, qui commence à jouer aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de profils comme ça, de mecs qui peuvent jouer entre les lignes, qui peuvent percuter, qui peuvent recevoir un ballon et bien s'orienter. Et tant mieux pour le foot anglais, parce que c'est quand même sympa de les voir former ces profils-là. Après les années... manque plus que des coachs maintenant. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que Stuart Pearce, la légende Stuart Pearce, a longtemps été coach des U21 anglais, entre 2007 et 2013, pendant 6 ans quand même, alors qu'une de ses stratégies pour gagner un match à une époque, tu sais très bien de quoi je vais parler, Christophe. Évidemment, la meilleure compil de YouTube. À une époque avec Manchester City, je sais pas si Flo tu as déjà vu ces images, mais c'est d'avoir fait entrer David James pendant 10 minutes en fin de match, attaquant. Enfin même même pas de l'avoir fait entrer, de l'avoir repositionné, on parle bien du gardien de but, qui passe attaquant pendant 10 minutes, il y a une compile qui existe, et franchement c'est une des meilleures compiles de l'histoire du foot. Parce que c'est un tractopelle le truc, quand il change de direction, il a 4 directions en fait. C'est nord, sud, est, ouest. Puis c'est un match pour, je crois, la qualif européenne ou le maintien, je sais plus. Les deux équipes jouent la qualif européenne, entre City et Middlesbrough. Middlesbrough va se qualifier. Et Stuart Pearce, donc ce mec-là est devenu derrière coach des U21 anglais, donc la nouvelle génération. Au moment où le foot du Barça de Guardiola influence un peu tout le monde, ils mettent un mec qui fait passer son gardien de but, et c'est préparé parce qu'en plus il y avait un maillot floqué, avec son gardien de but en pointe. Et ça fera partie d'un bouquin qui va arriver, Christophe, si on veut teaser un peu. Absolument, mais c'est vrai que, juste boucler la boucle, je pense que c'est pas des Mason Mount 1.0, mais des Hoddle, des Letizier, dans des registres différents. Enfin, t'as pas mal de joueurs anglais, un peu fins, élégants de l'époque, qui auraient bien aimé être, je pense, dans cette approche un petit peu générale que le foot anglais prend. Tu peux citer Gascogne aussi, quelque part. Oui, évidemment. Même si Gascogne aurait pu s'autodétruire, je pense, dans tous les contextes, mais effectivement, lui aussi avait ce truc-là du mec qui sait vraiment bien jouer au foot et qui c'est pas Aaron Lennon, quoi. C'est pas Aaron Lennon qui centre pour Peter Crouch ou pour Roy Carroll. Non, Andy Carroll. Roy Carroll, c'est un autre. Roy Carroll, c'est le gardien qui, je crois, joue encore à 52 ans. Qui est numéro 2 dans pas mal de clubs depuis 20 ans. Les individualités madrilènes, rapidement, Florent. Bon, Ramos, on en a déjà parlé, c'est pas le Ramos des grands moments de la saison. C'est logique vu qu'il revenait de blessure. Et qui quand même, je pense qu'à son âge, c'est plus dur de revenir bien que plus jeune. Peut-être parler des trois attaquants. Vini, Hazard et Benz, même si Vinicius n'était pas attaquant. On a déjà un petit peu parlé. Après, t'as Benzema qui les porte encore et qui aurait pu faire le miracle sans Mendy, mais bon, on l'a déjà évoqué. Après, tu sens aussi que même pour lui, ça commence à être compliqué parce que d'habitude, dans ce genre de match, et il y a quelques semaines, toutes ses prises de balles étaient encore très bonnes. Il était capable de mettre le jeu du Real à l'endroit. Là, même ce soir, le Real a eu du mal à le trouver régulièrement, quoi. Donc tu sens. Puis lui pour tout le monde, ça se complique. Lui pouvait trouver personne en plus devant lui, donc derrière, ouais. Quand tu mets pas de mouvement autour de Benzema, c'est quand même plus compliqué. C'est ça. Hazard, globalement, voilà. Hazard, non, après j'ai pas d'autres choses à rajouter. Hazard, rien à dire. Pas de. Non. D'accord, très bien. Non, par contre, il est en train d'énerver les gens, enfin les personnes, je ne sais pas si ce sont des vraies personnes ou pas, mais les acteurs de Chiringuito là, ils sont en boucle parce qu'ils rigolaient avec Mendy et avec Edouard Mendy et Kurt Zouma, je crois, après le match. Du coup, Chiringuito est scandalisé. Voilà. Oui, après s'il découvre la personnalité d'Hazard aujourd'hui, Christophe la connaît depuis longtemps parce qu'il découvre le sport nordiste, il s'en cache pas dans les interviews Hazard, et même les mecs qui ont joué avec lui le disent, c'est un mec qui vit pour les matchs, mais lui, dès que le coup de sifflet final est donné ou c'est l'entraînement, il s'en fout, en fait. Oui, bah, écoute, en Espagne, ça ne passe pas. Voilà. C'est tout. Ouais, bah, écoute, mais ils le savaient au moment, enfin, bref. Après, ils ont peut-être attendu un peu trop longtemps pour signer Hazard. Je pense qu'il y a eu 2-3 années de décalage. C'est dommage parce que la Coupe du Monde 2018 d'Hazard 2018 d'Hazard était un sacré truc. Et depuis, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une belle Europa League 2019 aussi, je crois, qui gagne avec Sarri, d'ailleurs. Sa dernière grosse saison. La saison où Giroud met un doublé en finale. Il me semble que c'est ça. Absolument. Je compte sur vos souvenirs pour me confirmer ça. Christophe, un mot sur les individualités madrilènes ou tu veux passer? Bon, très bien. J'ai été coupé. Non, si, Courtois, très bon. Oui, c'est vrai. C'est, parce que sans Courtois, il y a 4-0, donc.
Ouais, c'est Donc vrai. bravo à lui, même si c'est un peu vain, quoi. Mais ça a le mérite d'exister. Ouais. Courtois qui a quand même un titre depuis qu'il est arrivé au Real, c'est la Liga de l'année dernière, mais qui depuis est très très bon sans avoir un palmarès énorme quand tu viens au Real. Peut-être Et cette qu'il y en année, aura il y peut-être aurait... une deuxième, hein. On sait Oui, jamais. c'est vrai. Bah, on verra notamment ce week-end, puisqu'il y a Barça Atlético et Real Séville. Donc ça risque de se jouer ce week-end, un peu d'ailleurs comme Rennes PSG et Lens Lille. Ça va être un week-end très très Quel important. week-end. Quel week-end. Et on passe... quel podcast à venir lundi, du coup. Bah oui, évidemment. Avec des analyses sur Coparis, ouais. Évidemment. Mais avant... Les paris avec PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Et on commence avec les paris du géant à tête de bébé, Christophe Kuchli, qui a 2 paris italiens. Christophe qui a fini l'épisode de la veille en déglingue complète, il n'arrive même plus à parler. Il était au bout du rouleau. Là, tu nous emmènes en Serie A pour nous parler de Naples et nous parler d'un buteur de la Fiorentina. Absolument, je suis très content que ton lancement ait été un peu long parce que je n'avais plus mes paris sous les yeux et comme je les ai pas retenus, c'était un peu compliqué. Mon premier pari, c'est Naples -2, côté à 4 sur le terrain de la Spezia. Naples va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Alors il y a eu le faux pas du week-end dernier, le match nul concédé dans les dernières secondes face à Cagliari, équipe qui est 17e et à la lutte pour le maintien, alors que son effectif est un effectif, je pense, de milieu de tableau sans souci. Je vois pas trop ce qu'ils foutent aussi loin de la Samp et du Hellas par exemple. Bon, je pense qu'ils vont se maintenir quand même parce que Benevento a décidé de ne gagner aucun match sur la phase retour, sachant que Parme et Crotone ne sont déjà plus là. Donc ça peut sauver. Bon voilà, il y avait quand même cette petite frustration et du coup Naples est 5e à 2 points du trio Atalanta, Juve, Milan. Donc vraiment championnat ultra serré sur le haut de tableau. La Spezia, à l'inverse, est 16e avec 34 points, 3 points de marche sur Benevento, donc premier relégable. Là, il y a vraiment un enjeu, mais cette équipe est contente d'être là, mais je pense que c'est typiquement, enfin, même s'ils se maintiennent cette saison, je pense que ça sera compliqué sur l'année suivante et encore l'année d'après. Donc bravo à eux, mais il y a quand même des limites, typiquement Enzola qui marquait beaucoup en début de saison, un petit peu disparu des radars. Tout ça pour dire que voilà, le rapport de force penche quand même pas mal du côté du Napoli. Et le Napoli, mine de rien, 74 buts, deuxième meilleure attaque du championnat avec l'Inter, juste derrière l'Atalanta. Et hormis voilà, on va dire que c'est quand même un faux pas, hein, parce qu'il y a eu un match nul, des ratés. Il y a eu pas mal de matchs avec des buts récemment, une victoire 2-0 sur le terrain du Torino, un 5-2 face à la Lazio, une victoire 2-0 sur le terrain de la Samp. Bon, là il y a eu des buts encaissés, mais un 4-3 face à Crotone. Enfin voilà, l'attaque fonctionne. Osimhen est de retour et marque des buts. Là il est sur une série, je crois, de 5 buts en 7 matchs. J'ai écrit un petit truc sur lui dans la dernière Voix des Sports, donc du coup j'avais pu étudier ça, même si il est pas encore létal à la finition, c'est assez intéressant. Donc du coup, je prends un petit risque, j'en prendrai un risque inférieur sur l'autre match, mais le fait de dire que Naples peut gagner 3-4-5-0, ou voilà, 4-1, 5-1, enfin voilà, avec 3 buts d'écart minimum côté à 4, dans la mesure où Naples vraiment, il reste 4 matchs et il vaut mieux en gagner au moins 3 ou 4 pour espérer aller en Ligue des Champions l'année prochaine, et le fait que la différence de but puisse compter, puisque encore une fois les 3 équipes du dessus sont à égalité. Donc je sais pas comment ça se passe sur les confrontations directes, mais il me semble que quand t'as plus que 2 équipes, bah, c'est compliqué de faire les confrontations directes. Donc du coup c'est la div générale. Donc du coup voilà, le fait de vouloir absolument faire monter le compteur but à 4, Naples -2 sur le terrain de la Spezia, on y croit mes amis. À noter que Lorenzo Insigne, c'est peut-être parce qu'on suit pas du tout le Napoli régulièrement dans le vue du banc, mais fait une des meilleures saisons de sa carrière, j'ai l'impression, dans l'anonymat le plus total. Bah Naples est assez anonyme cette saison, hein. Il y a pas... Ils sont un peu cachés dans l'ombre des Milan Inter qui étaient partis très fort, notamment Milan. Et finalement, ils sont plus très loin. Mais grosse saison, avec notamment Irving Lozano qui a ressuscité cette saison, surtout en début de saison, c'est un peu plus dur depuis quelques temps. Mais content pour un joueur qui est assez délicieux. Ton deuxième pari, Christophe, va nous parler d'un homme dont on risque de parler dans les prochaines années, un homme qui joue pour l'instant à Florence. Absolument, Dusan Vlahovic, 19 buts cette saison, ce qui est assez intéressant. Combien de pénaux? Combien de pénaux? Il y en a 6. Ce qui est quand même. Ce qui est quand même, mais en même temps, bon,
Bon, parce qu'on se rappelle que Nicolas Pepe a gagné au moins 20 millions de son transfert grâce au penalty. Oui, c'est ça. Non, mais totalement. Je veux dire, au final, Simi de Croton a marqué aussi 19 buts. Il y a 8 pénaux. Bon, est-ce que c'est pertinent? Enfin, tu vois, Lautaro en a 15 sans pénaux. Bon, c'est sûr que c'est bien aussi d'avoir ce critère-là en tête. Tu as tout à fait raison. Par exemple, Destro a marqué plus de buts dans le jeu qu'Insigne alors qu'il a 6 buts de moins. Mais bon, parenthèse fermée. Donc c'est vrai qu'il y a 6, mais c'est un truc que j'allais évoquer, le fait qu'il tire les penalties. Bon, bah, c'est quand même un avantage pour mon pari, qui est le fait qu'il marquera un but face à la Lazio qui est à 2,90. Et donc sur les 19 buts qu'il a marqués, il y en a eu un en octobre face à la Samp dans une défaite, et tous les autres sont après le 15 décembre. Donc c'est-à-dire qu'il est quand même sur une sacrée série, et que depuis le 3 avril, il y a 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il a marqué 7 buts sur le mois dernier. Un énorme moment de radio. Absolument. C'est ça, hein, c'est l'audio, c'est les comptes, c'est Bertrand Renard, 974 la Réunion. Donc du coup oui, une vraie belle série pour lui qui n'a que 21 ans, qui est vraiment en train de s'affirmer. Donc là-dessus c'est je pense un joueur à suivre et qui est totalement en train d'exploser. Et puis voilà, l'autre versant qui est quand même la Lazio. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la défaite 5-2 face à Naples. Il y a de ça 2 semaines. Il y a eu entre-temps une victoire 3-0 face à Milan. Mais ce week-end, ils ont pris 3 buts face au Genoa. Alors ils gagnent, mais ils gagnent 4-3. Et la semaine, 4 jours avant d'en prendre 5 face au Napoli, ils gagnaient face à Benevento, mais ils gagnaient 5-3. Donc c'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs, je vais encore refaire un calcul de tête un peu pourri, il y a 11 buts encaissés. 11 buts en 3 matchs. En 4, mais ils s'en encaissent sur 3. Donc voilà, défense poreuse face à attaquant en pleine réussite. J'ai mis sur le but de Dusan Vlahovic à 2,90. C'est la plus mauvaise défense des 6 premiers, la Lazio. 49 buts encaissés en 33 matchs. À noter le bel exploit de Croton, qui est à 85 buts encaissés en 34 matchs. Et d'ailleurs, la théorie de la Serie A, où il y a toujours 2 équipes qui sont larguées très tôt dans la saison, se vérifie avec Parme et Croton, qui, j'ai l'impression, sont relégués depuis 2 mois. Oui, Croton depuis 6 mois, Parme un peu moins, mais oui, et Croton qui invalide totalement la théorie, alors qu'il est très 2002, mais la théorie, les équipes italiennes, la culture défensive, machin, eux ils relancent tout, ils attaquent comme des barbares, même quand ils perdent 4-0, eux ils sont plus esprit Rayo Vallecano qu'autre chose, donc. Oui, c'est ça, ou alors c'était Furlan sur ses furtifs passages en Ligue 1. Oui, c'est ça. Ça joue, mais tu sais très bien en avril c'est terminé. C'est un peu pareil pour Croton qui va descendre. Je ne sais pas qui va monter, je ne connais pas les résultats en série. Empoli, très bien. Et où en est le Monza de Berlusconi? Je crois qu'ils sont 3e. Je crois 3e, 4e, il me semble qu'ils sont à la lutte pour la montée. Très bien, je peux compter sur l'encyclopédie Christophe. Ils sont 4e, absolument, mais ex-aequo avec le 3e. Alors je suis assez monstrueux, on va pas se le cacher. Là-dessus, je suis assez exceptionnel. Mais es-tu aussi monstrueux que Babyface Jean-René Godard, qui va nous proposer ces 2 paris également, 2 paris qui nous emmènent en Ligue 1? Florent, c'est toi Babyface Jean-René Godard. J'espère que ce surnom te plaît. Moyennement, mais c'est peut-être parce que tu penses déjà à ce que va faire Bordeaux ce week-end. Oui, c'est ça. Je sais même pas pourquoi je réponds. Et normalement, je devrais faire silence, mais bon, faut bien finir cet épisode en effet par mes paris. Donc, Nantes-Bordeaux, c'est samedi dès 13h. Ça va être très tôt. Bordeaux, là, ouais, ça va être superbe pour ouvrir le week-end. Donc, match évidemment capital pour éviter la 18e place de barragiste pour les 2 équipes. Maintenant que Nîmes a un petit peu lâché prise pour la 19e place, ça risque d'être compliqué pour l'équipe de Pascal Planck. Donc, du coup, Nantes-Bordeaux, j'ai beaucoup de mal à imaginer Bordeaux prendre des points en fait, vu la performance de Nantes face à Brest, et vu, j'ai l'impression, la performance de Bordeaux face à Rennes, où certes ça s'impose 1-0, mais disons que ça a été très compliqué, vraiment dans la douleur, et en fait j'ai peur d'un relâchement quoi. Les mecs ont tellement donné, le week-end dernier, que je me dis que face à Nantes, où à mon avis là où il y a un endroit peut-être où Comboiré peut être très bon, je pense que c'est pour remonter des joueurs juste avant ce genre de match coup près, pour les faire rentrer sur le terrain, vraiment pour marcher sur l'adversaire. Je pense que ce genre de vocabulaire, il est capable de l'avoir dans le vestiaire. Du coup, je pense qu'il y aura peut-être pas photo entre les 2 équipes, d'autant plus que Nantes sort d'une sacrée victoire à Brest 4-1.
Donc voilà, je pense que Nantes va s'imposer, ce sera peut-être même Nantes -1, donc je pars sur le pari Nantes -1 à 3,50, donc victoire par 2 buts d'écart, tout en espérant peut-être un scénario où il les remonte, mais il les remonte trop, et au bout de 10 minutes, il y a un carton rouge côté nantais, comme il y a eu un carton rouge d'ailleurs côté rennais, un carton rouge assez gentil quand même pour les Girondins, sur Nzonzi, assez sévère, je crois que c'était Gauthier l'arbitre. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à imaginer Bordeaux ramener quelque chose de Nantes, surtout vu la dernière performance de Nantes face à Brest, et le fait que Bordeaux s'en sorte un petit peu par la toute petite porte face au Stade Rennais. J'aime beaucoup le principe de relâchement quand t'as gagné 2 fois en 3 mois. Mais après, c'est vrai qu'il y avait un énorme soulagement côté bordelais. Voilà, c'est ça. C'est ce côté-là. C'est surtout ce côté-là. C'est pas un relâchement. Ah, bah, c'est bon, on est tranquille. C'est le côté, on a tellement tout mis mentalement sur ce match-là que je me dis, et il y a eu tellement un relâchement à la fin en disant, ah, ça y est, c'est la bonne, etc., que je me dis que la semaine suivante, ça peut être dur de retomber dedans, de se remettre dans le combat, sachant qu'en face, ils sont dans le combat depuis 3 mois, quoi. Donc, je me dis que ça risque d'être compliqué. C'est peut-être un peu précipité et exagéré comme soulagement, parce que non, t'as pas un calendrier terrifiant. De toute façon, selon ce résultat-là, si Nantes gagne, le week-end d'après, Bordeaux reçoit Lens, je crois, alors que Nantes reçoit Dijon, donc Nantes peut passer devant le week-end d'après. Alors Nantes va à Dijon, mais vu que Dijon a démissionné de cette saison. Ouais, voilà. Et la dernière journée, c'est Bordeaux à Reims. Bon, ouais. ça peut passer, parce que Reims ne joue plus rien, mais Nantes reçoit Montpellier, qui jouera sans doute plus rien non plus. Mais personnellement, je pense que si Bordeaux se sauve, ce sera vraiment la dernière journée contre Reims, en fait, par rapport aux résultats, etc. Alors après, t'as l'avantage que Strasbourg et Lorient sont encore derrière toi. Donc t'es pas forcément, pour même l'instant. si tu déconnes, t'es pas forcément dans la galère directe. Strasbourg qui va jouer Montpellier justement, qui va aller à Nice et qui reçoit Lorient pour un Strasbourg-Lorient qui pourrait être mythique à la dernière journée d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais justement, Lorient, je vais en parler dans mon deuxième pari. Vas-y, je t'en prie, Flo. Voilà. J'assure la transition comme N'Golo Kanté. Donc Lorient qui se déplace à Lyon. Et face à une équipe de Lyon qui va être un petit peu décimée derrière, parce que Denayer pourrait rater le match, lui qui était sorti au bout de quelques minutes parce qu'il était vraiment pas bien face à Monaco. Marcelo expulsé, Mattia De Ciglio expulsé, c'est toute la défense de l'OL en fait qui saute sur les dernières journées si Denayer n'est pas là. Cacré expulsé aussi à 20 minutes de la fin, donc qui ne sera pas là non plus. Derrière, voilà, ça risque d'être compliqué aussi. Ça parle de Ben Lamry absent aussi, lui qui a aussi très peu joué. Enfin bref, on aura une équipe de Lyon très amoindrie. Je me dis que pour Lorient, c'est peut-être le moment ou jamais, en effet, de faire un gros coup et justement de prendre des points inattendus dans la course au maintien. Alors, je vais pas aller jusqu'à jouer la victoire de Lorient, parce que c'est vrai que défensivement, c'est pas forcément une équipe qui peut faire un clean sheet, par exemple, à Lyon. Parce que devant, il y aura toujours des arguments côté lyonnais. Néanmoins, je pense que c'est une équipe qui peut marquer face à l'OL, parce qu'ils ont montré quand même ces derniers temps que qu'ils étaient capables de dérouler offensivement et d'être finalement très très séduisants, avec évidemment Mofi et Wissa devant, mais aussi d'excellents créateurs un peu plus bas. On peut penser aux entrées de l'Orienté, on peut penser à Lefebvre, notamment. Et du coup, je me dis que Lorient va marquer, au moins, sur la pelouse de Lyon, et va peut-être marquer même 2 buts sur la pelouse de l'OL. Donc, le nombre de buts, donc le pari, c'est nombre de buts de l'équipe visiteuse, plus ou moins 1,5. Et donc, je pars sur plus de 1,5 buts. Donc, au moins 2 buts marqués par Lorient face à l'Olympique Lyonnais. Je crois que c'est samedi 17h, il me semble, le match. Et je pense que ça peut être un match en plus assez plaisant, parce que l'OL va devoir forcément gagner pour continuer à espérer et rester vraiment dans la course à la Ligue des Champions après avoir fait ce qu'il fallait face à Monaco. Et Lorient a vraiment, depuis quelques temps, c'est une équipe qui joue beaucoup. Je sais pas où ils en sont exactement en termes d'expected goals depuis 2-3 mois, mais je pense qu'ils sont plutôt pas mal. En termes d'expected goals produits, j'ai même le chiffre. Depuis le 1er mars, ils ont la 2e meilleure attaque du championnat. Derrière Monaco et devant le Stade Rennais. Avec un duo Mofi-Wissa dans la grande lignée des duos lorientais, on peut penser notamment à Darcheville-Feinduno. C'est vrai, on peut penser à eux. Et du coup, de quoi faire sans doute un très joli match, parce que les Lorientais, de toute façon,
C'est pas sur ce match-là qu'ils descendront, par contre c'est sur ce match-là qu'ils peuvent se maintenir. Oh, c'est beau, on dirait que Sir Alex Ferguson. Autant aller le chercher. On va pouvoir se quitter là-dessus. Merci Florent, merci Christophe pour votre pertinence, votre présence, vos analyses. Quel est le calendrier? Donc Flo, un podcast lundi, spécial Liga, c'est ça? Spécial Liga, ou peut-être qu'on parlera aussi de Ligue 1, ah oui, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de chocs entre Lens, Lille, Rennes, PSG. Donc un titre qui va peut-être se jouer ce week-end-là. Donc entre les chocs en Liga et la Ligue 1, je pense qu'on a déjà tout notre épisode de lundi. Donc voilà, rendez-vous lundi. En attendant sur Copa Arena, où il y a des interviews qui viennent de sortir et d'autres qui vont suivre. Et un nouveau format qui arrive lundi aussi sur Copa Arena. On va parler scouting avec, je pense que certains le connaissent, le twitto Mikey L Scout qui rejoint l'équipe. Et on va parler Ligue 2 notamment. Tu dis Mikey, toi? Et oui, parce qu'il dit Mikey. D'accord, très bien. Je l'apprends. J'ai pas encore écouté, donc je vais écouter ça pour apprendre à prononcer le nom de notre nouveau collaborateur. Donc ce sera un podcast franco-espagnol la semaine prochaine en hommage à l'adorée Christine Bravo. Merci à Christophe et Florent pour cet épisode. On se retrouve donc très bientôt. Ciao. Et à Christine. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.